Red Pill Sunday School, l'émission de Clint Richardson. Bienvenue à l'école du dimanche de la pilule rouge, épisode 8. Épisode 7, saison 2. On est en 2022, au mois de février. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du temps, je veux commencer. Un des sujets les plus importants pour moi que j'ai traité, et je veux dire, comment pourrais-je le dire? Moi j'appelle ça de la merde, bullshit, sur tout ce qui est de la mythologie du mouvement patriote et Freeman et souverain. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est comment le système marche vraiment. Donc je vais lister quelque chose durant cette émission. Les États ne sont pas souverains. Je vais le redire. Tous les États des États-Unis et tous les États dans le monde, ça inclut l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord, n'importe quel country dans le monde, un pays dans le monde, on a tous été transformés, conquéris. Et je comprenais pas cela avant de faire cette vidéo. On a été acheté, on a été vendu. C'est la conquête. Et on nous a fait croire, par le mouvement des patriotes et des souverains, il y a un mouvement de merde. Et j'aime pas le dire ça m'emmerde de le dire. Mais après tout ce temps sur ça, je le définis comme ça parce que j'en ai marre d'entendre des conneries. Toutes ces conneries souveraines. Donc après cette émission, tu vas comprendre ce que c'est la différence entre une nation et un État. Tu vas comprendre que les États-Unis ou les États-Unis d'Amérique, tu peux les appeler comme tu veux, on s'en fout. Il y a différentes définitions. Et quand ça dit que c'est une corporation dans le code US, c'est vrai. Mais si ça apparaît comme une nation internationale, mais on ne nous a pas dit ce qu'était l'État-nation, on ne nous a pas expliqué. Je ne comprenais pas que les États-Unis étaient un État-nation et que les États n'étaient que des États fédéraux, donc des sous-divisions de l'État-nation. Donc je veux le dire encore, je le répète, si vous faites partie, si vous êtes religieux, si vous avez ces croyances, si vous êtes patriote, vous croyez aux États-Unis, si tu as ton drapeau, si tu brandis ton drapeau, tu vas pas du tout aimer ce que je vais te dire, mais c'est la vérité. Et je vais le démontrer, et la vérité fait mal. La vérité est spirituelle. C'est un éveil spirituel. C'est pas quelque chose que tu vas apprécier. C'est une des choses les plus dures, personnellement, pour moi, de m'éveiller à ça. Parce que toutes ces années, j'ai fait la promotion aussi du mouvement souverain Freeman. Et de cette mythologie. Donc on se base tous dessus. Personne ne la questionne. Alors, rien de tout ça n'est vrai. Bon, je vais pas aller plus loin, c'est l'introduction. Ça va vous faire mal aux oreilles. Et certains vont pas du tout aimer. Mais ce que je veux faire, parce qu'on va pas parler du CC, du nid droit, ça sera un autre show. Quand on doit comprendre au commencement où on en est maintenant. Quelle est notre situation maintenant, dans le présent. Si tu veux savoir ce qu'est le Great Reset, je vais vous dire ce que c'est. Si tu veux savoir pourquoi c'est en train de se passer, comment, je vais te le démontrer et te le montrer. Je vais te montrer où on en est par rapport à cela. Qu'est-ce qui nous a amené ici, qu'on est arrivé sous cet État-nation, cette corporation qui ne fait pas partie des États-Unis, mais qui a pris le pouvoir, sur les US, qui nous a enlevé toute nos souverainetés, la souveraineté de tout le monde, qui nous a fait passer comme citoyens, donc des esclaves. Ça, il faut qu'on comprenne pour aller plus loin et progresser. Je vous l'ai déjà dit, c'est une guerre spirituelle
Et on va pas arrêter ça comme ça. Ou alors si on va aller vers le nouvel ordre mondial, on va tout perdre. Et je le dis sincèrement, vraiment, c'est avec notre ignorance collective que tu utilises la vérité alternative ou la vérité du système, on ne comprend pas ce qui se passe en fait. Et je m'inclus dedans. Hein. C'était un voyage pour moi, par rapport à moi-même aussi, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et ça va être très dur à encaisser. À partir de l'UCC, de l'Unidroit, on va parler de cela. Donc c'est un beaucoup plus gros projet au final que je pensais que ça aurait été. Mais ce que je vais montrer, c'est que pour faire quoi que ce soit, au travers de l'État-nation, la corporation, nous ce qu'on appelle les US, les États-Unis, de faire quelque chose de légitime au travers ce gouvernement illégitime, de facto, cet État-nation qui a été créé dans chaque nation au monde et qui sont membres des Nations Unies. Quand tu dis Nations Unies, ils disent pas nation, c'est État-nation que cela signifie. C'est ça qu'on va apprendre. Qu'est-ce que ces termes signifient vraiment? Et je vous le dis, c'est, je vais vous faire un cours universitaire. Hein. Donc voilà, je vous ai prévenu. Vous allez peut-être entendre des choses que vous ne voulez pas entendre. Il va y avoir de la dissonance cognitive, vous allez avoir de la colère. Et la façon dont je vais le dire, ça ne va pas aider. Donc vous devez apprendre cela, savoir cela. Ce que j'ai expliqué dans des émissions d'avant est inutile. Car ici, on a affaire à une entité illégitime, gouvernement de facto, ce qu'on appelle de facto, de fait. La plupart du code US, code civil, est de facto. Tous les codes de finance, tout ce qui leur permet de faire du profit, tout ça est illégitime. Donc on est à une étape maintenant dans le monde, on est vraiment à la limite. On fait face à l'abysse et on va tomber. On a perdu toute notion de vie. Tout ce qu'on nous a appris de la souveraineté est fausse. La souveraineté de ces États-nations, ce modèle d'État-nation contrôle tout. C'est les seules souverainetés reconnues dans le monde. On parle de globalisme, de mondialisme. Leur gouvernement mondial, leur nouvel ordre mondial, on y est. Afin d'accomplir cela, il y a 400 ans, il y avait ces soi-disant mouvements révolutionnaires, ces révolutions. Tous ces pays, l'Amérique inclus, se sont éveillés, entre guillemets, et sont pas changés d'état de gouvernement, ce qu'on appelle ça une république. Toutes les républiques ont été créées à ce moment-là. Pratiquement chaque pays dans le monde est une république. Elles sont listées comme une république, la République de Russie, la République de Chine. Et on pense que c'est une bonne chose, on pense que c'est bien. Personne ne s'est dit, mais qu'est-ce que c'est une république en fait? Si une république est spéciale, alors à part toutes les monarchies, c'est des républiques. Et pourquoi la république alors est une bonne chose? Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit? Vous vous êtes posé la question? Ou est-ce que vous êtes contenté des histoires de Benjamin Franklin, que la République c'est génial, que c'est des... Dans mes yeux, Benjamin Franklin,
savait qu'on pouvait pas garder une république correctement, une vraie. Et lui a déclaré, a dit, il nous a pris pour des connards. Il a déclaré que ça allait devenir une État-nation et plus une république. On va tout vous prendre, c'est ça qu'il a expliqué vraiment. Et moi, il me reste pas grand-chose, hein. Il faudrait il me reste mes guitares peut-être maintenant, tout ce que je possède. Une république. Personne n'a été capable de garder cette république. Donc c'est mon avertissement avant de commencer. Je vais vous montrer des choses qui va réfuter beaucoup de choses que vous pensez vraies, que vous croyez. Spécifiquement surtout ce mouvement des patriotes, ce mouvement des Freeman, des souverains. Mais au moins, je vais vous donner les fondations de la vérité pour que vous puissiez comprendre comment on s'est retrouvé dans cette merde. Et dans une autre émission, je parlerai du nid droit, d'histoire. Mais cette émission-là est tellement importante, car vous devez savoir ce qui s'est passé pour nous, comment on se retrouve dans cet état. On est au bord du précipice, et on va tomber, et ça c'est véridique pour tous les pays du monde, avec ce mondialisme. C'est déjà là, c'est déjà ici, on est déjà dans le mondialisme. Mais la structure qui contrôle cela est en train de continuer à se former en ce moment même. Mais on ne nous a pas dit comment, pourquoi, qui est impliqué. On nous a pas dit, on nous a pas expliqué cette structure d'entreprise privée, de corporation. Donc on va commencer. Je vais vous lire des trucs. Et on va regarder des extraits d'émissions. Il y a ce mec qui son livre c'est Votre prochain gouvernement, Your Next Government, avec en sous-titre passer de l'État-nation à l'État sans nation. Donc ce mec fait la promotion des forêts, des FTZ, Forest Trade Zone, donc des zones d'échange étrangères. Voir dans les liens et les articles. Moi, ça m'a explosé le cerveau d'avoir compris tout ça, découvert tout ça. Ça m'a mis un gros coup au moral. Ça m'a remis en place. Je suis redescendu sur terre de tout ce que je croyais. Et moi, j'essaie d'arrêter de croire en des choses parce que je me dis tiens, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de génial, j'y crois, et puis finalement je me rends compte que c'est des foutaises. Donc pour commencer, allons voir ce cours magistral, mais qui est en même temps un speech de vente. Et ensuite on fera l'analyse de ce que ce mec dit et de la différence entre l'État souverain, l'État-nation. Si vous ne connaissez pas la différence, moi j'ai rarement entendu parler de ça, parler de l'État-nation. C'est un concept clé de gouvernement mondial. Donc voilà, une leçon très importante pour vous aujourd'hui. Alors commençons. Bienvenue à cette conférence. Bienvenue à ce professeur de droit de Towson University, Tom Hearn, son bouquin Your Next Government, votre prochain gouvernement, passage de l'État-nation à une nation sans État, sans statut. Donc en gros, on va passer à des gouvernements privés. Donc professeur de droit,
Il a eu son diplôme de droit à l'université de Chicago. Ensuite, il a pratiqué la loi dans la Silicon Valley et dans le Washington DC. C'est là qu'il est devenu directeur des règles de droit à l'Institut Cato. Et heureusement, c'est là qu'il s'est aperçu qu'il allait retourner enseigner. Et il est venu travailler à l'université Taton, où il donne des cours sur la common law, le copyright, le droit à Internet, le troisième amendement. Il a fait beaucoup de publications, il est très référencé. Il a déjà été cité dans le journal Wall Street, CNN, The Economist, Los Angeles Times. Donc aujourd'hui, pour la conférence, Tom va se focaliser sur son nouveau livre, Votre prochain gouvernement, de passage de l'État-nation à une nation sans État, publié par l'Université de Cambridge. Dans ce livre, Tom décrit comment les gouvernements changent, comment ils évoluent d'une bureaucratie très plombante sur des juridictions beaucoup plus petites et beaucoup plus agiles, pratiques. Il décrit comment une révolution silencieuse est en train de se passer de par l'intérieur, et il décrit comment cette transformation apportera plus de liberté, de la paix et de la prospérité, entre parenthèses commerce. Cela apportera ça aux gens partout dans le monde. Bienvenue à Thomas W. Bell. On m'a contacté, ils avaient besoin d'un laquais, et vous êtes probablement tous un laquais, vous avez tous porté des boîtes, porté le courrier, et je travaillais sous l'égide de Tom Palmer, et c'était moi qui l'organisais ces voyages à l'URSS, car on était en 1989, donc c'était toujours sous l'État soviétique. Et on faisait des choses, et Tom avait des contacts en Tchécoslovaquie. On a réuni je sais pas combien de kilos de livres. On avait même pris des photos, elles sont dans les archives. Photos avec David Smith-Scheim. Donc la photo prise devant cette énorme pile de livres. Des boîtes et des boîtes de livres. Donc c'était Ayak et Friedman, traduit en russe. Donc on a envoyé ça en République tchèque. Donc jusque Prague, et là-bas on avait des agents. Je pense on peut les appeler des agents. C'était peut-être même des agents secrets. Et ils mettaient ces livres dans des valises pour les faire passer par le train. C'était la façon de les faire passer en Russie. Donc tu te balades dans ton train avec tes grosses valises et ton poulet sous le bras. Entre parenthèses, c'est un connard, fini. Donc pour nous c'était excitant de faire passer en douce, nous, ce qu'on appelait de la dynamite intellectuelle, jusqu'au cœur de cet empire diabolique. Tom Palmer a fait le plus gros du travail, mais moi j'avais organisé son voyage. C'était bien, j'étais content d'avoir fait ça. Donc une fois que j'étais là, j'ai postulé pour l'école de droit, la fac de droit, où il y avait Thomas Grinder, qui était vraiment un super mec. On travaillait ensemble un samedi matin, et j'ai reçu ma lettre donc de l'université de Chicago, la fac de droit. Et j'étais content quand je l'ai ouverte, parce que Walter il était avec moi. Et il m'a aidé à l'écrire correctement. Il a dit, est-ce que tu peux enlever l'écriture tout capitale que tu as mis en écrivant liberté en capital? Parle juste de toi. Donc il m'a aidé à rentrer à l'université de Chicago. Je suis allé à Chicago. Et j'ai eu la chance d'être financé généreusement. Donc ils voulaient que j'aille à la fac, donc vous voyez j'ai fait partie de l'académie. Bon, j'ai dû payer d'autres dettes quand même, mais j'ai fait mes expériences dans un cabinet d'avocats à Washington DC. Ensuite je suis allé enseigner et j'ai fait tellement de conférences. J'ai fait tellement de choses avec HS, je pense qu'il parle de Human Study derrière l'institut. Donc le premier livre que j'ai écrit sur le copyright, c'était avec le centre Mercad. Ils ont l'office juste à côté. Donc HS m'a aidé aussi pour publier ce livre. Donc c'est mon nouveau livre, Your Next Government, votre prochain gouvernement. C'est pour ça que Clint Richardson fait la remarque que c'est une super pourriture de vendeur. Mais mon éditeur, Cambridge, il voulait pas que je mette le point d'interrogation. Donc moi je leur ai dit ok, je mets le point d'interrogation, mais vous faites le sous-titre. Moi je en voulais un autre, donc voilà, eux ils ont mis le leur. Donc moi c'était un bon deal pour moi, et ils ne voulaient pas le point d'interrogation, car dans le livre je suis supposé faire une affirmation de ce que les nouveaux gouvernements vont être. Mais moi je vois ça comme non, il y aura beaucoup de choix de gouvernements différents. Il se met en place beaucoup de façons différentes de gouverner, et moi je trouve ça génial. Après peut-être que Cambridge ne trouve pas que ça soit top. Bon, moi je pense que c'est génial, et je pense qu'après vous comprendrez aussi, vous aimerez ça. Donc on va parler du livre. Ce livre décrit la transformation silencieuse
et révolution qui se transforment les gouvernements partout dans le monde en ce moment même, depuis le bas et l'intérieur vers le haut. Et en fait, j'avais pas compris ça avant d'avoir écrit le livre. Entre parenthèses, Richardson a un article sur les bonnes pratiques. L'agenda 21, ils viennent changer les lois par le bas en fait, dans les entreprises, les communautés de communes, mettre des bonnes pratiques en place qui font remonter, qui ensuite deviennent la norme et deviennent la loi. Donc Tom va reparler un peu de l'histoire et des études pratiques. Le truc fun avec ce genre de recherche, c'est que moi, ça m'a permis de sortir de mon bureau et d'arrêter d'être devant mon ordinateur et d'aller voir les clients, de discuter avec eux. Et avec ça, de transformer le monde. Et je tiens à déclarer que ce n'est pas l'avis des gens à qui j'ai parlé. En tant que juriste, je veux que ça soit clair. Je veux pas que mes clients aient des problèmes. Donc on va commencer par des faits. Et là, vous allez kiffer. Partout dans le monde, les gouvernements changent silencieusement. Par le bas, ça commence tout en bas et ça devient gros vers le haut. Donc de par l'intérieur vers l'extérieur et mondialement. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je cherche la photo. Ça c'est une photo de la Corée du Sud et la Corée du Nord. Vous l'avez certainement vu déjà. Et cela démontre l'importance des gouvernements. On voit bien la Corée du Nord c'est noir, et la Corée du Sud il y a des lumières partout. Donc voilà, il dit que si les règles sont mauvaises, les gens restent dans le noir, comme sur la carte, littéralement et figurativement. Ils vivent sous l'oppression, ils n'ont pas accès à l'information, ils peuvent pas vivre comme ils veulent, et il y a même des famines au pire, ils meurent de famine ou terminent en prison. Donc voilà, on voit bien sur la carte, la Corée du Nord c'est noir, il n'y a pas de lumière. Donc on voit la frontière, et puis en plus bas la Corée du Sud, tout illuminé. Donc voilà, je vais vous donner un exemple plus factuel, publié par la Banque mondiale. Donc source de richesse en 2006. La question est quelle est la plus grosse source de richesse du monde? La Banque mondiale a fait une étude sur ça. Bon, la source est référencée dans le livre, hein, vous pouvez la trouver. Et c'est plutôt bizarre, hein, parce que après les résultats de cette étude, la Banque mondiale n'a pas crié ça sur les toits. Moi, j'ai dû prendre ça dans 2 endroits différents de leur publication, alors que ça aurait dû être leurs résultats principaux. Ils auraient dû montrer ce diagramme en premier, qui nous montre quoi? Là, quand on parle de richesse, nous, on pense que c'est les diamants, les voitures, les immeubles, hein, peut-être des placements financiers. Et là, si tu regardes sur le dessin, en fait, ces choses-là sont les choses les moins importantes. Les choses physiques sont pas du tout importantes en fait, le matériel. L'éducation est assez importante, donc 28% en orange. Et la plus grosse source de richesse, d'après les études de la Banque mondiale, hein, donc c'est 44%, sont les règles de droit. Donc sous l'administration Reagan, l'OTAN a développé des règles de droit sur l'utilisation de la bombe à neutrons. Au cas où les soviétiques envahiraient l'Europe de l'Ouest, il ferait exploser ces bombes à neutrons dans l'atmosphère au-dessus des troupes, et donc il y aurait des radiations qui leur retomberaient dessus, et donc ça tuerait l'armée au sol, alors que les immeubles, les tanks, etc. Ne seraient pas touchés. Oui, sûr, ça paraît humain, hein, on parle de guerre là, mais c'est déjà moins pire que d'avoir un hiver nucléaire partout en Europe et d'avoir des territoires que personne ne peut habiter. On se retrouve tous vivre à Tchernobyl. Donc ça, c'était le principe de la bombe à neutrons. Mais si on avait une bombe juridique, une bombe de droit qui explosait au-dessus de New York, par exemple, et disons que tout d'un coup, tout le monde oublie les lois. Donc cette bombe explose la nuit, tout le monde se réveille le matin, plus personne ne connaît le droit, la loi. Alors qu'est-ce que ça va entraîner pour la valeur de New York? Il y aura toujours des diamants et des belles voitures, mais ça n'a plus de valeur en fait, parce que tu sais pas à qui ça appartient, et que n'importe qui peut venir et te le prendre, vu qu'il n'y a plus de loi contre ça. Donc toute cette valeur disparaît soudainement. Mais ça va bien plus loin que ça, les gens se révèlent et se disent mais qu'est-ce que je fous ici? Est-ce que j'ai une obligation contractuelle d'aller au boulot aujourd'hui? Bah non, non, il n'y a pas de loi. Je vais simplement rester à la maison dans mon appartement. Ah mais merde, putain, c'est pas mon appartement. Il faut que je me barre parce qu'on pourrait venir me prendre mes trucs, j'ai aucune protection. Ou alors je me barricade et au moins là peut-être que je serai vraiment protégé. Donc en gros tu comprends qu'il faudra que tu partes de New York parce que t'as rien à y faire. Tu ne peux pas vivre et toutes les valeurs en seraient détruites simplement en se débarrassant de la règle de droit. Donc on voit là que la règle de droit est l'une des choses les plus importantes. Donc il faut se focaliser sur ça si vous voulez avoir un monde plus riche. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a cette révolution qui se passe du bas vers le haut. Donc un de mes slogans clés de mon bouquin, c'est que la révolution se passe du bas vers le haut, de l'intérieur vers l'extérieur, et ce, mondialement. Bon, commençons par le bas, car j'inclus, moi, les réformes du gouvernement dedans.
Moi, j'inclus dedans les syndicats de copropriété et tout ce genre d'associations privées communautaires. Car la gouvernance municipale est une forme de gouvernement, hein, et les gens sortent de ce gouvernement municipal et passent à ce type de gouvernement privé, gouvernance privée, parce qu'ils le veulent. Ils veulent une meilleure sécurité. Si tu vis dans un condo, donc un immeuble avec des copropriétaires, c'est le même genre de règles et de gouvernance qui doit s'appliquer. Tu peux avoir un gardien, tu as des rues, hein, c'est les couloirs, tu as des systèmes de transportation, les ascenseurs, donc ton environnement et ton monde. C'est très commun maintenant, hein. Sur ce graphe, ça montre le pourcentage de résidents US qui ont formé des syndics de copropriétaires, des associations de condominiums, donc des associations de gestion d'immeubles. Donc cela forme des communautés privées. Donc en 1970, il n'y avait pratiquement rien. Et maintenant, quand même, on arrive à 25%. Donc cela démontre en fait que les gens sont sortis d'une gouvernance municipale et passés sur une gouvernance privée. Donc c'est comme un mini gouvernement privé parce qu'ils peuvent mieux faire ce qu'ils veulent. Bon, peut-être que vous pensez que un immeuble c'est pas bien important, hein. Tu vas pas nous faire un flanc pour un immeuble, hein. C'est beaucoup plus petit que le Washington DC. Là ici on est à Highland au Colorado, une association de propriétaires de maisons qui fait la taille d'une ville. Donc vous voyez, il y a plus de 30 000 maisons qui sont réunies dans cette association et au moins 90 000 résidents. Donc tu vois que ce type de gouvernance là, c'est la taille d'une ville. Si tu as grandi dans cet environnement, pour toi c'est la ville quoi. Donc tu vois, tout ce que tu vois sur cette photo fait partie de Highland dans le Colorado. Et si tu regardes, hein, ils ont des magasins, des bus scolaires, des parcs, des églises. C'est une ville, hein, et c'est une propriété privée. On pourra en dire plus, mais je vais vous montrer d'autres exemples. Là, on va à Co-op City, dans le Bronx, à New York. Donc, c'est des résidences organisées en coop. Donc, vous voyez, il y a 3 centres avec des magasins, 12 écoles, 15 centres religieux et 55 000 résidents. Donc, c'est une propriété privée. Donc, signifie coop. Je mets tous les liens dans la description. C'est donc une coopérative d'habitation participative. Donc c'est différent parce que là tu loues, alors que dans la copropriété classique tu es propriétaire. Et tu as des conditions et des restrictions qui viennent avec. Peut-être que tu as déjà habité dans une copropriété où tes parents se plaignaient des contraintes. Les gens se plaignaient du CCR. C'est des conventions spéciales d'achat de maison regroupées, voir dans les liens. Voilà, ils vont repeindre les immeubles d'une couleur beige, tu n'as pas complètement le choix. Dans une coopérative, tu n'es pas propriétaire. Tu loues, mais par contre, tu es propriétaire de quelque chose. Tu es propriétaire d'une part dans cette corporation. C'est cette corporation qui est propriétaire de tout, de cette communauté. Donc, tu es bien propriétaire d'une partie de ta communauté, mais tu loues à cette corporation. Et ça marche bien, hein. Donc Coop City, tu vois qu'il y a 3 centres commerciaux, 6 écoles K12. Tu vois, toute la communauté est sur la photo là. Donc 15 lieux de religieux, 55 000 résidents, habitants entre guillemets, hein. Donc c'est une ville. Et il y a d'autres types de communautés comme ça, hein, même à New York, hein. À Central Park aussi, hein. Et on croirait pas, mais ça, c'est la classe moyenne. Et c'est pas du privé complètement, hein. Il y a eu des aides du gouvernement pour aider les gens à construire, à y vivre. La mixicité des communautés, tout ce genre d'aide. Mais ça marche, hein. C'est pas parfait comme toutes les communautés. Des fois il y a des problèmes juridiques, des procès, bah oui, hein, c'est une ville. Mais si les gens font comme ça et vivent là, c'est que ça les arrange. On va aller voir Cake aux Émirats, acronyme pour King Abdullah Economic City, donc la ville économique du roi Abdullah. C'est un développement totalement privé et tu peux y acheter des parts. Donc créé par le gouvernement de l'Arabie Saoudite pour offrir un programme de résidence à ceux qui peuvent ou veulent. Et parce que c'est une ville privée, il n'y a pas de police religieuse. Cette police s'arrête aux portes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que si t'es une femme qui vit dans cette ville, aux Émirats, t'as pas besoin de porter le voile. Et tu peux conduire une voiture. Bon, ok, en Arabie Saoudite, ils ont réformé et les femmes peuvent conduire maintenant. Mais c'est pour illustrer un Cake l'a déjà fait avant. Donc là, sur la photo, c'est un plan en fait, hein. Ça n'existe pas encore comme ça. Mais il planifie que la ville soit aussi grande que Washington. Tu crois que le projet de Highland au Colorado, c'est une grande ville? Le projet, c'est 2 millions d'habitants, hein, dans la ville de Cake. C'est énorme, hein. Mais plus tard, je vais vous donner un autre exemple d'Arabie Saoudite.
qui est encore plus gros, plus extraordinaire. Donc on va parler de ce changement de l'intérieur vers l'extérieur. Bon, je m'excuse, normalement à ce stade de la conférence, on peut poser des questions, mais ils m'ont dit de garder questions-réponses pour plus tard. Donc gardez vos questions. Hein. Donc voilà, je vous parle de cette révolution qui démarre du bas vers le haut, mais on va parler de comment ça se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'idée ici, c'est que les gouvernements invitent à faire cela. Hein. C'est pas comme les associations dont j'ai parlé avant, les SOA, les associations de communautés privées, essayent de pousser le gouvernement. Hein. C'est le gouvernement encourage cela. C'est pas une révolution violente. Hein. Le gouvernement adore ce genre de projet. Regardez la ville de Cake, c'est un projet du gouvernement d'Arabie Saoudite. Et la municipalité n'a aucun problème avec ce genre d'association. Car quand tu vis dans ce genre d'endroit résidentiel privé, pour la commune, tu payes des taxes de toute manière. Hein. Tu payes des taxes foncières. Et en plus, tu n'as pas besoin des services du gouvernement. Car c'est la communauté privée qui fait son propre service. Le parc qu'ils ont créé, par exemple, ils l'ont financé eux-mêmes. Si tu vas voir n'importe quelle commune et que tu leur dis bon, je veux payer des taxes, mais gérer mes propres parties communes, oui, ils vont dire bah ouais, pas de problème. Hein. Donc, voilà un autre exemple. Maintenant, on va à Hong Kong. Non, on ne peut pas dire que Hong Kong ait démarré volontairement, en tout cas sa création. Simplement que les Anglais ont eu des problèmes avec les Chinois. Donc il y a eu une guerre, des traités. Les Anglais ont forcé Hong Kong sur les Chinois. Donc c'est comme ça que Hong Kong a été créé, hein, pour résumer. Mais Hong Kong est vraiment un super exemple pour les Chinois de comment on a une super gouvernance. Ça leur a servi d'expérimentation pour leur propre juridiction. Une petite île de loi sous la common law, autour, avec d'autres pays et d'autres lois tout autour. Et à l'époque, hein, les Chinois étaient sur une gouvernance encore bien pire que la Corée du Nord de maintenant. Entre guillemets, il doit dire que c'était pas capitaliste. Donc à cette époque, les Chinois étaient sous la famine, ils mangeaient de l'herbe, et même ils devaient se manger entre eux. Bon, tu crois qu'il exagère un tout petit peu le monsieur, il a avec ces clichés. Donc il venait à la frontière, regarder Hong Kong de loin, et voyait la prospérité de cette ville, une des villes les plus riches du monde. Les Chinois sont pas stupides, donc ils regardaient par-dessus la barrière, et se demandaient mais qu'est-ce qui se passe là-bas. Car Hong Kong était chinois de toute manière, hein, avec quelques Anglais. Donc climat chinois, la langue chinoise, les gens chinois. Par contre avec des règles différentes, règles de droit différentes. Donc ils se sont dit que Hong Kong avait des meilleures lois, donc ils ont commencé à mettre ça en place en Chine. Bon, ça leur a pris un peu plus de temps, hein, mais voilà, ça va super vite en fait. C'est ce que la liberté va faire pour vous. Ça fait changer les choses très rapidement. Une différence de 34 ans vue de Hong Kong. Lui, il trouve que c'est mieux. Donc voilà, super croissance, et du coup ça a inspiré Shenzhen, à la frontière de l'autre côté, qui est une zone un petit peu spéciale, et c'est l'expérimentation des Chinois du capitalisme là-bas. Et en 25 ans, Shenzhen a explosé. Donc il y a eu des expériences dans d'autres zones. Entre parenthèses, moi j'ai une pote chinoise qui est de Shenzhen qui en est partie. 3 ans après, elle est revenue, ils avaient construit le métro partout. Donc Xi Jinping a fait l'expérimentation dans d'autres zones, et j'ai essayé de recenser toutes ces zones. J'ai pas tout mis dans mon bouquin parce que ça aura au moins fait 2 pages de référence. Donc j'ai fait ces recherches. Il y a beaucoup plus de gens maintenant vivant dans ces soi-disant zones spéciales, donc de droit spécial, que de Chinois vivant dans les zones normales sous la loi chinoise. Donc en fait c'est la normalité en Chine maintenant. Tu comprends que c'est là qu'ils mettent ces zones d'exploitation des usines où les gens n'ont aucun droit, car c'est des zones privées du droit privé. Donc voilà, dans plein de pays c'est comme ça. La croissance économique, des immeubles de partout qui poussent, signifie beaucoup plus de taxes, d'impôts, donc d'argent généré pour le gouvernement. Beaucoup plus d'argent pour les politiciens. Donc il dit ouais, on va continuer à faire ce genre d'expérience et mettre en place des choses. Donc c'est comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur, comment ça se passe, tout se transforme. Et la Chine en est un des meilleurs exemples. C'est des paysans qui mangeaient de l'herbe et qui se mangeaient entre eux dans les années 60 et 70. Et maintenant c'est un pays de classe moyenne. C'est une victoire extraordinaire pour les humains et la liberté. Oh putain, je vais vomir. Donc voilà l'exemple de Dubaï, qui était sous la charia, une expansion en l'espace de 13 ans, superbe nature contre ville de merde. Donc c'est parfait pour les entreprises commerciales. À part le problème que dans la charia, le droit musulman, tu ne peux pas faire d'usure, tu ne
peux pas prendre d'intérêt. Mais Dubaï voulait que les gens à l'international viennent à Dubaï. Ils ont créé un centre international économique. Et dedans, ils y ont inscrit la common law anglaise. Bon, c'est plus compliqué que ça, bien sûr, hein. Mais je vous fais la version courte. On veut inviter des gens du monde entier pour faire du commerce ici. Ils n'aiment pas la charia, donc on va changer. On va leur donner la common law de l'Angleterre et du Pays de Galles. Et tu vois ce que ça a donné sur une période de 13 ans. Explosion de la ville. C'est encore un exemple parfait de avoir les bonnes règles, ce que ça peut faire, mettre en place. Et ça explique pourquoi ces zones commerciales sont très populaires, surtout avec les gouvernements. Donc cette révolution se passe en coopération avec les gouvernements. Ça vous surprend, hein? Et ouais, moi je vends ça à des politiciens facilement, car ils sont pas fous, hein. Ils veulent du pouvoir et en créant ce genre de zone, ils touchent de la thune avec. C'est super arrangement, plein de promesses. Donc Clint reprend et commente. Donc on revient dans cette notion de liberté, freedom en anglais. Clint dit que liberté signifie franchise, être franchisé dans le vocabulaire légal juridique. Chaque pays, chaque souveraineté, quand il parle de liberté, c'est simplement une liberté soumise aux lois. La liberté de cette entité souveraine qui gère, qui gouverne. Et du coup, quand on rentre dans cette gouvernance mondiale, on voit toutes ces nations qui contrôlent les gens. Ouais, c'est incroyable, hein. Dans sa présentation, il dit qu'on peut facilement vendre ça aux politiques. Ce mec qui fait cette présentation, il a tout de... il est diabolique. Ça se voit dans ses yeux. Je sais pas si vous avez bien entendu ce qu'il a dit, hein. Si vous ne comprenez pas qu'il est diabolique, vous avez mal compris. En gros, il dit qu'ils vont vendre de la liberté. Donc il veut vendre quelque chose qui est inhérent à l'homme, entre guillemets un droit inaliénable. Tout le monde l'a déjà, ce droit, par défaut, par nature. Bon, faut peut-être un peu se battre pour ça. Mais lui dit on revend la liberté, on refait le packaging pour le franchiser et le revendre un peu partout. Comprenez bien que liberté signifie franchiser. Tu dois suivre la loi, payer les taxes. Tu as le droit d'être puni, taxé, extorqué, licencié. Voilà la définition de la liberté. Paye ton droit d'entrée. Lui n'est qu'un vendeur, hein. C'est son argument de vente. Donc ouais, il te laisse t'auto-gouverner, mais en fait sous des règles très limitantes. Pas pour toi, hein, pas pour eux. Sous l'égide de règles de ces associations de copropriété privée, qui est en fait vraiment un mauvais système. Moi, je me rappelle de mon mentor, Walter Buren, qui m'expliquait que ces associations de gestion de propriété étaient directement en lien avec le style de parlement anglais, House of Commons, la maison des communs. Et ça, c'est super intéressant. Ça correspond à la Chambre des communes en Angleterre. Alors ça, j'ai jamais pu complètement le vérifier, mais le lien semble exister et est caché. C'est à eux qu'on paye toutes les taxes. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de s'organiser au niveau de la gestion de l'immobilier et de la propriété. Et là, ça entraîne un problème de vie privée. On parle ici de la vente de quelque chose inhérent à l'homme, inaliénable. On est né libre et la seule chose qui nous enlève cette liberté, c'est ce statut d'État-nation. Ces gouvernements, ces gens qui détiennent le pouvoir et nous arnaquent ou nous en croire en nous obligeant à faire partie de ce gouvernement. En tout cas, de s'y soumettre. Mais quelle arnaque énormissime, dont ils nous franchissent dans cette fausse liberté et nous la vendent comme de la liberté. Dire un politicien ne peut pas refuser ça. Tu mets en place ta propre gouvernance privée, mais tu continues à leur payer des taxes, des impôts, voire même bien plus, parce que ça rapporte de l'argent à tout le monde. Il est super, pendant ce temps-là, si des citoyens ont le droit de se faire punir, taxer, extorquer. Ces mots-là sont inscrits dans le code US, hein. Clint Richardson l'a déjà démontré. Il faut aller voir dans les articles, les liens. Donc en fait, c'est mieux d'abandonner cette franchise, parce qu'on améliore sa vie, mais ces gouvernances privées n'utilisent pas l'argent du contribuable. Ça en fait encore plus pour eux. Donc tout ça n'est pas une bonne chose. Et la façon dont ce mec vend ces concepts, c'est incroyable. C'est dégueulasse. Le but qu'ils ont n'est pas du tout bien, ni éthique, ni moral. Il nous explique que la Chine est le modèle parfait, l'exemple parfait, un modèle de gouvernance. Je vous rappelle qu'au tout début, il a parlé de ses clients, il s'était focusé sur ses clients, mais il ne nous dit pas qui ses clients sont, car c'est supposé c'est un bon juriste, c'est lui qui dit ça, car ses clients, c'est les gens dont il parle, donc il ne va pas les mouiller. Ses clients sont des conglomérats mondiaux, des sociétés privées internationales, et des instituts comme l'Institut Cato dont il parle, publication Cambridge. C'est sûr, ces gens-là, ils veulent pas que vous sachiez qu'ils veulent vous transformer
dans une Chine géante. Ils veulent vous transformer en chinois parce que c'est leur population modèle. L'esclavage moderne parfait qu'ils nous revendent, repackage sous cette liberté. C'est leur concept de franchisation. C'était le concept du temps de Rome déjà. Tu libérais un esclave, il était franchisé citoyen. Et donc c'est ça leur démocratie. Et maintenant la démocratie, c'est que tu choisis ta propre gouvernance. Tu choisis les lois qui te plaisent, qui t'arrangent. Tu mets ça dans un contrat, c'est un contrat international. Et donc cela soustrait tous les gens leurs droits naturels. Ça te soustrait du peu de droits qui te restent et des tribunaux classiques où tu as encore un peu de chance de te faire entendre. Et maintenant, tout est placé sur un système de droit international, sous contrat. CAL dirait que c'est la Lex Mercatoria, entre guillemets. Donc on se place donc sous l'UCC, sous l'UNIDROIT, la CSIG, ce genre de convention internationale de commerce. Ça c'est fou, c'est incroyable. Et on voit le mec, il en bave, car il est en train d'enseigner ça à des jeunes universitaires comme une idée extraordinaire, parce que ces jeunes-là ne connaissent rien d'autre. Ils sont ignorants. Mais comme nous, mais surtout comme eux, ils ont tous grandi en cliquant sur l'obligation des cookies sur Internet et d'accepter tous ces contrats numériques sans rien pouvoir dire. Dès que tu dis oui ou que tu es en accord sans lire le contrat, tu t'incorpores dans un système de droit international, commercial, dans le droit marchand comme marchandise. Tu te soustrais au système classique, au droit naturel et aux droits de l'homme. Tu cliques et tu dis oui, tu changes de contrat. Tu changes d'arbitration, donc il n'y a plus de tribunal, c'est le contrat qui fait loi. Tu peux plus te défendre, tu n'es même pas propriétaire des produits. Tu as une licence pour tous tes logiciels, tu peux pas te plaindre. Tu utilises les services internet, tu peux pas te plaindre. Tu es en accord avec le contrat passé, contrat d'utilisateur. Tout est soumis aux conditions générales d'utilisation. C'est le motto de Davos, tu ne seras propriétaire de rien et tu seras heureux. Donc je sais pas ce que vous allez faire, mais si vous vous opposez pas à ça, tu consens et eux vont continuer à mettre ça en place. Tu es même plus qu'un accord tacite parce que tu as cliqué, tu utilises, tu es d'accord. Donc c'est ça votre gouvernement futur, par contrat de droit d'utilisation. On peut le voir de partout. C'est ça la nation sans État, sans droit classique, mais du droit privé, du contrat privé. Bienvenue chez les mondialistes. Tu pourras choisir ta propre fausse et fake nationalité numérique, car de toute manière, on s'en fout. Tu seras sous le contrôle d'une entité souveraine, privée, mais qui payera toujours les gouvernements. Choisis ta nation, ton affiliation, tes lois corporatives. C'est simplement ça leur liberté. Il n'y a plus de droit naturel, il n'y a plus de droit naturel, il n'y a plus rien. Comme il dit dès le départ, la religion n'existe plus. Donc en fait c'est le concept de Dieu et de la nature qui font disparaître. Ça disparaît dans le droit privé des villes privées. Et privé ne signifie pas que ça t'appartient à toi. Rappelle-toi, toi tu ne seras propriétaire de rien, c'est eux qui vont être propriétaires au travers d'entreprises privées. Ça sera ces corporations qui font la gestion de ces villes privées sous des règles de droit privé. Contrat privé. On parle de corporations créant leur propre ville, sociétés privées créant leur propre ville. Mais entre parenthèses, la CLIN réfère directement à ce que Cal explique sur la baie de Hudson. Donc ça existe déjà. Et on voit dans la présentation du mec que c'est déjà là. Bon, désolé, je suis un peu décalé dans la vidéo. Donc voici un autre diagramme avec le nombre de pays ayant ce genre de zone spéciale. Donc les FTZ et ceux dont il a parlé avant, les villes privées. Donc on voit deux lignes. Il y a une controverse par rapport à ça, parce que c'est dur de définir qu'est-ce qui compte comme une de ces zones, qu'est-ce qui en fait partie. Donc il y en a plusieurs milliers, la ligne un peu plus haute, c'est parce que des fois ces zones spéciales, donc ces zones de non-droit spécial, ça va être seulement un étage d'une usine. Mais bon, sous l'égide de la politique publique, il faut faire attention d'en parler, de définir ça, car sur une petite zone comme ça, on peut croire que c'est pour éviter d'être taxé. Entre parenthèses, c'est exactement ça. Donc voilà, ces zones spéciales se retrouvent de partout. Je ne veux pas dire que toutes ces zones sont bien. Je ne suis pas comme un biologiste qui a trouvé cette nouvelle espèce juridique. Donc là, on est plus comme on découvre un nouveau genre. Et dans ce genre-là, il y a différentes espèces. Donc différentes espèces de zones. Tu as les zones économiques spéciales de la taille d'une ville. Et allez voir ce qu'est une FTZ, une Foreign Trade Zone, une zone d'échange étrangère. Donc des zones franches, donc franchisées, voir dans les liens. Des zones libres de taxes.
comme le duty free shop dans les aéroports. Demandez à Ian Greenswald, il était président d'une organisation aux US qui a aidé à promouvoir ces zones. Il y a environ 200 FTZ aux États-Unis et il y en a qui sont toutes petites. Comme je te disais, simplement une partie de l'usine. On trouve ça en Inde, au Bangladesh, dans tous les usines où ils manufacturent les fringues qui sont vendues dans tous les magasins français, européens, tous les pays de l'Ouest. Ce qu'on appelle les sweatshops. Ces usines d'esclavage. Une autre chose que vous allez adorer, c'est que toutes ces zones sont privées. Il y en a quelques-unes quand même qui sont organisées par le gouvernement, donc un peu publiques, mais la plupart du temps, c'est de la sous-traitance du privé. Peut-être que le gouvernement va décider de la zone, mais c'est les investissements privés qui vont tout construire et créer et gérer. Et pourquoi ? Parce que ça marche, le gouvernement adore, ils se déresponsabilisent et sous-traitent tout ça. Donc ici, dans le schéma, on voit ces zones spéciales privées qui dépassent largement le même genre de zones qui sont publiques. Ce schéma vient de la Banque mondiale, et ils disent que ces zones privées sont moins chères à développer, et économiquement, c'est plus bénéfique. Plus d'argent. Ah ouais, c'est génial de laisser la gouvernance au secteur privé. Donc je vais résumer. Les gouvernements adorent ces zones franches. Elles poussent de partout aux États-Unis et dans le monde. Et la raison, c'est parce que ça marche et même les politiciens peuvent voir ça. Donc c'est une super opportunité pour nous qui aimons la liberté de pousser tout cela dans ce sens-là, que tout soit comme ça. Et amener la liberté partout aux gens dans le monde. Donc là, on voit mondialement, pratiquement tous les pays dans le monde ont ces zones. En France, d'ailleurs, ces zones, le public, ça correspond aux zones industrielles et aux zones commerciales, il y a des statuts spéciaux. Et donc du coup, moi, quand je suis allé voir où ces zones étaient dans le monde, waouh, je me suis dit, putain, mais il y en a autant que ça. J'ai été surpris, il y en a de partout. Si tu veux être un peu pessimiste, tu vois que ça se réduit un petit peu, là. Mais quand tu es un biologiste juridique comme moi, tu étudies toutes les espèces qu'il y a dans cette nature juridique. Comme quand tu as une éruption volcanique, il ne reste plus rien, et puis ensuite les herbes poussent. On retrouve toujours cette même courbe comme un S. Donc c'est une courbe naturelle exponentielle, puis après ça stabilise. Une fois que tu as toutes les espèces qui remplissent leur environnement, et ben les choses se stabilisent. Ici c'est pareil. Il y en a toujours qui ne vont pas suivre, pas faire pareil, pas vouloir. Il y en a qui veulent pas ces zones, ouais, ça, ok, c'est comme ça. Mais dans 90% du monde, elles existent. Donc c'est génial. Ok, il y a quoi là? Ouais, je vous ai déjà parlé de Cake en Arabie Saoudite. Il y a d'autres zones dans le monde que je pourrais vous montrer, mais là on va aller au Honduras. Leur système ZEDE, Z-E-D-E, Zone pour Emploi et Développement Économique. C'est dans ces zones-là qu'on retrouve les sweatshops, les usines d'esclaves de fabrication de fringues et autres. Donc il reprend, je suis déjà allé au Honduras, mes clients m'ont envoyé là-bas, j'ai constaté vu ce qui se passe. Il y en a qui suivent les news du Honduras, c'est le bordel là-bas. Là, c'est le bordel politique en ce moment. Les élections sont contestées, donc il y a des émeutes dans les rues. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans ces aides du Honduras. Mais elles sont de droit. Et moi je suis super excité parce que je vais vous expliquer ce qui s'y passe. Ça aide les pays qui ont un mauvais gouvernement. Et pourquoi ils les ont créés, ces zones ? Car les gens du Honduras reconnaissent quand même qu'ils n'ont pas une super gestion du gouvernement et que s'ils laissent certaines zones à des investisseurs étrangers, ça peut mieux se passer. Pendant longtemps, il avait la capitale mondiale pour les meurtres et on va pas complètement le mettre sur le dos de la guerre de la drogue avec les États-Unis, car on croit que c'est comme une maladie qui vient des États-Unis et qui s'étend au monde entier. Comme si on essayait de repousser ce problème de drogue en dehors des États-Unis et d'y reporter sur les autres pays, comme si elle s'était propagée des États-Unis au Mexique, jusqu'au Panama, puis en dessous, maintenant au Honduras. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'était la capitale mondiale pour les meurtres. Ok, c'est peut-être de notre faute, mais ils n'ont pas non plus un gouvernement qui marche, donc peut-être que c'est vraiment de leur faute, donc ils tiennent peut-être ça de nous. Mais ils sont super contents de ces ZE qu'ils ont mis en place. Ils ont ces maquiladoras, des zones d'exemption de douane. Donc tu fais venir des vêtements qui sont pas finis dans ces zones-là, donc tu les importes ici. Ça, c'est pas les aider du Honduras, c'est comme un précurseur de ces zones. Donc tu amènes ces vêtements pas finis dans ces zones, il n'y a pas de taxes ni de douane, mais tu restes dans cette zone, il y aura peut-être du droit du travail légèrement différent, c'est beaucoup plus facile d'embaucher et de virer. C'était un des avantages majeurs des investisseurs. On dit on est tranquille là-bas, donc on va investir. Donc ça a marché pour le Honduras, donc ils sont allés plus loin dans le concept, et ils l'ont emmené très très loin. Donc Clint reprend les commentaires. Oui, c'est une perspective très limitée, une vue très limitée de ce mec. En fait, il fait la promotion des sweatshops, ces ateliers de misère de fabrique. Et on peut voir comment ces gens en sont super fiers. Et lui, il est juriste. Donc déjà,
ils viennent détruire l'économie d'un pays, comme il explique avec les US qu'ils ont amené la guerre par rapport au réseau de drogue, de trafic de drogue, qui était centralisé aux US avant, et qu'avec ça, ils ont détruit l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Le pays lui-même, hein, pas l'État-nation, hein, c'est pas pareil. Rappelez-vous que le gouvernement, cette gouvernance corporative, eux, ils se passent super bien pour eux. C'est le dictateur en place, les dictateurs, c'est ça la République, comme eux l'appellent. Donc sur la photo, on voit que c'est des enfants qui travaillent dans ces usines, qu'il y a du commerce, de la violence, avec une association AFL-CIO qui dénonce cela. Donc le pays, ce qui est représenté par les gens eux-mêmes, c'est eux qui représentent et qui sont censés être le pays, enfin la spiritualité de ce pays aussi. C'est le vrai concept de nationalité. Là, les tribus, c'est là qu'on a un problème, et pour utiliser ses propres mots, il dit qu'ils sont allés très très loin dans le concept. Donc ça veut dire qu'ils ont violé les droits, ils sont allés très très loin dans la violation des droits, des droits de l'homme basiques, et on voit que finalement le Honduras, c'est la capitale de ces ateliers de misère, la capitale mondiale. C'est pas un truc moral, hein, ou même entreprise classique, on va envoyer quelques vêtements et puis on va faire travailler les gens. Mais on va bien les payer, hein, surtout pas. Non, ces zones étrangères d'échange sont mises en place. C'est des petites villes en elles-mêmes. Ils sont là pour mettre en esclave les gens, les locaux, qui sont déjà pauvres dans un pays instable. Donc c'est FTZ. Sont en dehors du droit commun, droit de l'homme. Il n'y a pas le droit de travail classique, pas sur du droit privé, contractuel. On pourrait presque dire c'est des zones de non-droit. Il n'y a pas de loi sur le travail des enfants. Donc voilà, je vais vous lire un passage de cette association, AFL-CIO. La promesse non tenue aux travailleurs du Honduras de la violence, de l'immigration. Donc son vice-président déclare: on a été le témoin d'une intersection entre une politique de commerce et d'échange dominé par les sociétés privées, qui avec notre système d'immigration mal en point et par la mauvaise gouvernance de l'État, s'est développé au détriment des travailleurs, de leurs familles et des gens, et les force maintenant à vivre dans la peur. Les résultats de ce système est très dangereux et nous sert d'exemple et d'avertissement sur ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je fais cette émission, pour vous expliquer tout cela. Il faut savoir les horreurs, ce qui se passe dans d'autres pays, même dans des zones à côté de chez nous. Beaucoup de gens de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, qui sont souvent utilisés comme étant invasifs. On est envahi par eux aux États-Unis, donc un argument politique. Et une partie de cela est certainement vraie, mais on comprend pourquoi du coup. Donc il ne faut pas oublier que nous sommes la cause de cela. Il ne faut pas se plaindre des migrants à cause de ça. Donc ces zones franches internationales, que représentent de fausses nations, un genre de fake état corporatif, ce genre de gouvernance privée qui remplace un gouvernement dans ces zones franches pour contourner toutes ces lois qui empêchent le capitalisme et les entreprises privées de croître et de faire plus de thunes. Donc voilà, les gens ils sont totalement exploités, et quand ils arrivent à nos frontières pour vivre une meilleure vie, ceux qui voient à la télé, on les traite comme on les traite pour des migrants qui doivent se barrer d'ici. Car s'ils viennent chez nous, on peut plus les exploiter là-bas. Et pour avoir des vêtements pas chers chez nous. Nous, on appelle ça du patriotisme, de l'américanisme. Tu l'appelles comme tu veux, du nationalisme. Donc tu veux, non, on veut pas ce genre de national qui ne sont pas de chez nous. On ne veut pas ces ateliers de misère qui viennent chez nous. Dans les news, on lit cet été, les Américains ont découvert des milliers d'enfants réfugiés et leurs familles fuyant les conditions dangereuses de leur communauté et leur pays, voyageant périlleusement à travers l'Amérique centrale, dans les forêts, à travers le Mexique, arrivés aux États-Unis. Et en réponse de cela, les législateurs ont proposé de renforcer les contrôles de frontières, de créer de nouvelles procédures d'expulsion rapides afin de régler cette crise de migrants. Certains médias ont même étiqueté cette crise comme une invasion. Cela a poussé des gens à faire quelques manifestations anti-migrants devant les centres de détention des migrants. Donc ils ont protesté devant des bus et des bus d'enfants migrants. Oui, ok, tout ça est utilisé comme argument politique, des armes politiques, mais jamais ils vont parler des causes et de tout ce qu'il y a derrière le rideau. Dans le même article, plus loin, on lit: les enfants du Honduras et leurs familles fuient leur communauté au taux le plus haut des pays d'Amérique centrale. Plus de 18 000 enfants du Honduras non accompagnés sont arrivés aux États-Unis en 2014. Et on voit qu'ils ont marqué FY, Financial Year, donc l'année fiscale. Et pourquoi ? Parce que United States, les États-Unis, est une corporation
corporation, une société privée. Donc il y a une délégation qui a parlé avec les représentants des syndicats de ces sociétés privées qui sont réunies sous l'égide de la CAFTA-DR, donc ici pour la République dominicaine, par rapport à l'agrément de l'échange, des zones d'échange libre d'Amérique centrale. Donc cela inclut les travailleurs dans les ports, dans des structures d'agriculture, d'usines, d'équipements d'industrie. Et donc ces syndicats se battent pour améliorer leurs conditions de travail face à l'intimidation de leurs employeurs et l'inaction des gouvernements de ces pays. Donc cette délégation a rencontré des migrants qui sont revenus dans leur pays et qui ont fait face à ces voyages périlleux à travers l'Amérique centrale pour arriver aux États-Unis, pour réussir à passer toutes les frontières militarisées, des grandes chances de terminer en détention. Donc les communautés locales blâment cela sur la corruption des politiciens de leur pays, et cela n'est pas seulement au Honduras. CAFTA, c'est comme le TAFTA, hein. C'est ce que crée ce genre de traité que les États-Unis mettent en place. Donc ici sur le site de Mohawk Global, on voit qu'ils parlent de FTZ, ils font la promotion de ces zones-là, ces zones de non-droit commercial. C'est ce qu'ils souhaitent mettre en place de partout, hein. C'est leur étape prochaine. Elles sont infiltrées de partout ces zones. Moi j'habite vers Salt City, on en a, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué. Et ces zones, même les routes, les autoroutes, ont une immunité totale des zones de non-droit. La police n'a pas le droit d'y entrer. Le droit national ne s'y applique pas. Ils peuvent faire vraiment tout ce qu'ils veulent dedans. Donc ici on en a une, elle fait donc pas partie de l'État de Utah, ni partie des États-Unis. C'est incroyable quand ils pensent. Je mettrai des liens sur la présentation du mec et tous les liens dont je vous parle. Là j'essaierai de coller l'article de Clint Richardson où il parle de tout ça, où il référence tout ça. Donc recherchez bien, regardez bien autour de vous, on va le voir de plus en plus, petit à petit. Tu vas te retrouver avec des ateliers de misère à côté de chez toi, tu ne sauras même pas. En tout cas, ça c'est ma prédiction. Ça va se passer bientôt, je pense. Pourquoi allons-nous sous-traiter ces ateliers de misère dans d'autres pays quand on peut les avoir chez nous, dans ces zones franches où il n'y a pas de loi sur le droit du travail? Dans ces zones, on pourra retrouver des ateliers uniquement, par exemple, avec des autistes. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Les corporations, toutes les entreprises privées en font la promotion, car il n'y a plus de droit du travail, plus d'obligations légales. Forest Train Zone. La publicité dit, est-ce que vous êtes dans l'import-export, dans la manufacture de produits, et vous voulez faire des économies sur les droits de douane, venez chez nous. Votre entreprise pourra faire énormément d'économies. Donc les vêtements qui sont faits dans ces ateliers de misère, comme au Honduras, vous croyez qu'ils se retrouvent où? Donc la pub continue, le pouvoir des FTZ. De plus en plus d'entreprises américaines utilisent ces zones pour améliorer les coûts de leur circuit de distribution. En gros, ils utilisent les femmes et les enfants pour faire des économies et travailler dans leurs usines. Des conditions de travail qui sont illégales dans nos pays, mais pas dans ces zones. Donc c'est pas une bonne chose, mais eux, ils le vendent comme ça, comme un super truc. Mais rappelez-vous, c'est simplement que du commerce, rien de personnel. Donc ici, on voit les 7 avantages principaux des FTZ. Beaucoup plus compétitif qu'une chaîne de distribution dans votre propre pays. Donc en gros, c'est des entreprises, des sociétés privées américaines qui font la promotion de fermer toutes les usines aux États-Unis et de les exporter dans ces zones, soit dans un autre pays, soit dans les FTZ des États-Unis. Donc tu comprends pourquoi il faut venir les migrants aussi pour les utiliser dans ces zones-là. Donc on a beau être aux États-Unis, au cœur des États-Unis, et ben non, il y a ces zones franches de non-droit qui sont parfaites pour exploiter les gens et baisser les coûts des entreprises de fabrication et pas payer de taxes. Donc rien de ça ne contribue à la richesse du pays dans lequel c'est, car les entreprises évitent de payer des taxes et des impôts grâce à ça. Donc on voit sur le schéma duty, ça veut dire douane, taxe, devoir de payer. Donc si tu vas dans une de ces zones, par exemple si tu vas dans la FTZ du Honduras, et ben tu n'es pas au Honduras. Tu es dans une zone de commerce étrangère qui est localisée dans la partie géographique du Honduras. Voilà, ces gens pensent comme ça, c'est incroyable. Donc tu crées un système dans ces zones complètement en dehors des systèmes classiques, en dehors des lois, en dehors des pays, et absolument rien pour protéger les gens à l'intérieur. Tout cela est basé sur la corporation, sur le commerce, et ils s'en foutent totalement des gens.
Cela n'est pas créé pour les gens. Et dans ce processus-là, même s'ils arrivent à améliorer la vie d'une seule personne, ça sera un accident. Donc, ça sera un gros coup de chance. En plus, ils commencent à baser cela sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Et ils oublient que les gens doivent se nourrir. Donc ici, on voit un article dans un journal de la marque American Apparel, donc marque de vêtements, une icône des marques super fashion aux États-Unis. Là, ils achètent leurs chemises, font produire leurs chemises dans ces ateliers de misère au Honduras. Donc on voit les travailleuses et à côté des Américaines qui portent ces chemises, plus la pub de la marque à côté. Donc un article publié en avril 2017. Pour la première fois dans l'histoire de la marque American Apparel, la compagnie fait produire des chemises au Honduras, à côté du Nicaragua. Ah non, et au Nicaragua aussi. Pendant des années, cette marque était fière de produire un fair trade équitable, complètement fait aux États-Unis. Sweatshop free, donc sans utiliser les ateliers de misère, du vrai made in USA. Et cela a aidé à transformer l'entreprise et devenir une marque icône aux US. Donc voilà, on continue à lire dans l'article qu'American Apparel, du coup ils ont changé leur politique dans la production. Ils se sont fait racheter par Gildan Activewear parce qu'ils ont été banqueroutes en fait. Et donc c'est Gildan qui a changé la politique de fabrication. Et maintenant ils vont avoir des chemises made in Honduras, made in Nicaragua dès cet été. Et du coup, cette entreprise canadienne, Gildan Activewear, a souvent été décriée comme utilisant beaucoup ces ateliers de misère, et assez souvent en Amérique du Sud, Amérique centrale, donc au Honduras, au Nicaragua, Haïti, République dominicaine et au Bangladesh. Moi, je vous demande de lire aux petites étiquettes des vêtements de Decathlon. C'est produit dans ces ateliers de misère. Zara, H&M, des fringues de Carrefour, Leclerc. Faites vos recherches, allez voir dans les liens et les articles qu'il y a dans la description. Vérifie tes étiquettes de fringues, va regarder et tu verras que la plupart sont fabriquées dans ces zones. Donc tu vas comprendre tout de suite, te dire tiens, pourquoi spécifiquement certaines affaires sont produites qu'au Bangladesh, Honduras, au Sri Lanka. Alors, en Europe, c'est en Ukraine, en Hongrie, en Géorgie, Roumanie, Albanie, Macédoine, Slovaquie, République tchèque, Croatie, Bosnie-Herzégovine. En Serbie aussi, tu as les marques Armani, Calzedonia, Burberry, Decathlon, Dolce Gabbana, Gucci, H&M, Zara, Louis Vuitton, Mango, Market Spencer, Prada, Topshop, Tesco, Tommy Hilfiger, Versace. Allez voir l'article que j'ai fait sur Sortir du gouvernement, le privé par Cliff Richardson, c'est dans les liens. Et donc sur certaines marques, des produits qui sont produits extrêmement pas chers dans ces ateliers de misère se retrouvent très très chers à la vente sous des noms de marques. Et de plus, rien n'est fait dans votre propre pays. Parce que souvent les gens achètent la marque, pas les vêtements. Ils veulent des vêtements avec des noms de marque. Le bling bling, le prestige, conditionnement, lavage de cerveau, trou du cul en masse, FDP, l'idiot de citoyen par excellence, qui sont trop cons pour acheter quelque chose par simplement pour la marque. Donc Clint reprend, dans mon voyage fou de toutes ces recherches et découvertes, c'est qu'on retrouve l'estampillage Made in America sur tous les produits qui sont faits dans les prisons américaines par des prisonniers payés $1 de l'heure. Je sais pas si vous êtes au courant du travail dans les prisons, mais ils manufacturent de tout. Le gouvernement, par exemple, achète tous ces meubles qui sont produits dans les prisons, mais surtout c'est l'estampillage Made in America. Pour moi, cela définit l'analogie, le symbolisme extraordinaire qu'il y a dedans. Il n'y a pas plus parfaite ironie. Ça montre la vérité. Aux États-Unis, tu travailles dans une prison américaine ou dans une zone franche, qui est une zone de non-droit au niveau des droits de travail, en fait c'est pareil. Les zones franches, c'est tu travailles dans une prison un peu plus à ciel ouvert. Tes produits sont estampillés Made in America. Donc tu vois tous ces travailleurs des ateliers de misère au Honduras qui voient cette étiquette Made in Honduras qui va se retrouver aux États-Unis et ils sont payés 30 cents de l'heure, et que quand ils se rendent compte que cette chemise va être vendue pour 20, 30, 40 $, voire même 80, 100, 150 ou même 1000 dans les marques de luxe, grâce à ce genre de société privée complètement corrompue par des gens corrompus dans ce système corrompu.
corps rompu qui pue. Et nous, on a ce sens, cette fierté de produits made in America en comparaison, alors que c'est fait dans des prisons avec des mecs qui bossent pour que dalle de l'heure, car ils doivent payer leur incarcération. Et on se retrouve avec des entreprises comme American Apparel, qui sont des compagnies américaines, mais en fait non, parce qu'elles sont détenues par des fonds canadiens, des entreprises internationales. Donc voilà, les FTZ, les ateliers de misère, et comment ça se passe. Alors sûr, il y a beaucoup de protestations à côté de ça, d'activisme. Il y en a qui dénoncent, qui essayent de faire changer ça, d'imposer le droit du travail, du commerce équitable. Dans cet article qu'on voit ici, c'est pour étayer les avantages des ateliers de misère et c'est pour contrer les protestations et l'activisme contre ce genre d'ateliers de misère. Ils disent que dans un article, les protestants qui disent que ces travailleurs doivent avoir un salaire équitable, et ben ils expliquent, et ça vient de l'unité de Virginie, de la fac de droit. Ils disent que cela dessert les travailleurs d'être mieux payés, car ils sont si désespérés que ça détruit leur aspiration à une meilleure vie. Donc le titre de cet article est Walmart, donc c'est la chaîne équivalente de Carrefour, on va dire aux États-Unis. Donc, est-ce que tu ne sais pas que les travailleurs des ateliers de misère doivent rester, continuer. Donc ces fameuses usines Maquila, mélangées à la game theory, la théorie du jeu, et les valeurs contextuelles de l'argent. Donc cette publication écrite par Josiah B. Brownwell, ce mec ne devrait même pas avoir un boulot. Donc un article sur le droit et le développement économique des nations. Donc tu vois, lui, ouais, il faudrait lui appliquer la cancel culture. C'est lui qu'il faudrait ostraciser, mais malheureusement, ça ne s'applique pas à ces gens-là. Donc ça commence par parler de tout le mouvement qui s'oppose à ça. Donc ces gens-là dénoncent les conditions de travail, l'exploitation de ces gens, toutes des conditions qui ne sont même pas humaines, pour des salaires qui sont miséreux. Et tout ça pour faire le plus gros profit. Bon, on connaît toute l'histoire, comment ça se passe. C'est l'effet de la mondialisation, la globalisation et l'enrichissement de toutes ces sociétés privées et de tous les riches. Donc Clint indique, oui, ça, on va pas contredire ça, c'est la vérité, claire et précise. Alors en gros, l'article c'est sur Kathie Lee Gifford, une star de la télé, d'un talk show qui s'appelle Live with avec Regis et Kathleen. Donc il y a une commission du travail qui s'est intéressée à elle et qui a découvert qu'elle employait des travailleurs dans des ateliers de misère au Honduras pour faire sa ligne de vêtements qui était vendue dans les magasins de Walmart. 10% de ces travailleurs avaient de 13 à 15 ans et d'autres travailleuses étaient enceintes. Les semaines faisaient à peu près 75 heures. Avec des horaires de travail des fois de 15 heures d'affilée debout. Donc Gifford s'est tout de suite fait pourrir par les médias et elle a aussi tout de suite proclamé son innocence, dénoncé ces infrastructures d'ateliers de misère. Mais sa réputation en a pris un coup. Blablabla, bla, bla, comme si elle savait pas. Ces gens-là savent forcément. Donc là, plus loin dans l'article, beaucoup d'étudiants... Donc des universités de Berkeley à Yale, toutes les universités ont fait des protestations, des manifestations, même des grèves de la faim contre ce genre de pratiques des sweatshops. Car beaucoup d'universités faisaient faire des vêtements avec leur logo dans ces sweatshops. Donc on repart dans la nomination et la définition du terme maquila, ils sont appelés comme ça, c'est ce genre de zone ou d'usine. Sont définis comme des usines d'Amérique latine sous contrat avec des sociétés étrangères qui font importer le matériel de base, les tissus de base, voire des vêtements en partie assemblés et qui finissent de les assembler et qui les exportent pour être vendus partout dans le monde. Donc c'est un autre nom des sweatshops, des ateliers de misère. Et le terme maquila est apparu il y a plus de 70 ans au Honduras déjà. Mais ce n'est qu'en 1987, quand le Congrès national du Honduras a passé la loi sur la création de ces zones franches, que le concept de maquilas a explosé. Donc ces maquilas ont poussé partout dans toutes ces FTZ, ça a attiré énormément d'investisseurs étrangers, car c'était exempt de douane.
de taxes, d'impôts, un coût de travail très bas. Donc l'opportunité parfaite pour toute l'industrie du vêtement. Donc la plupart des travailleurs sont des jeunes femmes entre 16 et 35, donc ils viennent de la campagne, travailler dans ces centres. Et si vous pensez bien, c'est exactement la réforme de la Chine, comment ça s'est passé. Les paysans qui sont été mis en ville, mais en fait ça s'est passé dans tous les pays de l'Ouest avant. Hein. Les enfants et les ados travaillaient dans les usines avant, en Angleterre, en France, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Toujours la même histoire. Vider les campagnes, remplir les villes, déposséder les gens de leurs terres. Et des fois dans ces usines, donc on retrouve des milliers et des milliers de gens en train d'assembler des produits. Ils portent tous le même uniforme. C'est incroyable déjà quand vous voyez ça. Donc c'est pareil pour nous, toutes nos campagnes sont vidées aussi encore maintenant. Et ils viennent faire travailler donc les gens dans ces FTZ, dans ces zones commerciales étrangères. Donc on abandonne la nature, on abandonne notre propre culture, notre vraie nationalité spirituelle. Donc c'est une forme de mort en échange de cette nationalité mondiale, le global citoyen, le citoyen du monde, sans religion, enfin en fait c'est une religion mondiale pour tout le monde, mais avec rien de spirituel derrière. C'est ce que j'essaye de faire passer comme message, de vous faire comprendre. Et donc on a passé le contrôle à ces États-nations partout dans le monde. On ne pouvait pas faire quelque chose de plus dangereux que ça. Et là ici on a des femmes qui abandonnent leurs études et même leurs enfants pour aller travailler dans ces usines, parce qu'en plus il y a des candidats, hein, c'est soi-disant même mieux payé que ce que les gens gagnent en dehors de ça, et dans les campagnes. Donc l'implication de ces transferts de population sont hyper importants en fait, et un transfert de richesse aussi. Avant principalement c'était les travailleurs étaient des hommes, maintenant c'est des femmes. Et dans l'industrie du vêtement, ils préfèrent les femmes. Et forcément cela développe une industrie autour de ces usines, et donc ça amène aussi beaucoup plus de monde autour. Donc il y a des petits restaurants qui vont se développer autour pour nourrir les travailleurs, etc., etc. C'est comme une base militaire, hein, tu as des trucs qui se développent autour. C'est comme ça que les Romains ont fait d'ailleurs. Autour des camps de base, il y avait toute une ville qui se développait en fait. C'était une ville qui se déplaçait. Donc c'est toujours la même histoire. On prend les gens des campagnes, de la nature. Ils sont autonomes, ils s'autogouvernent dans les campagnes. Et finalement, tout le monde se retrouve dans une usine, désœuvrés, déshérités, coupés de leurs racines, de leur culture, où il n'y a aucune autonomie possible. C'est le but de tout cela. C'est ça l'urbanisme. Donc la ville est un modèle eugéniste. Donc là, ça parle des salaires des travailleurs des maquilas. C'est marqué que ça varie suivant l'individu, qui peut avoir d'énormes différences. Et dans les commentaires surlignés en bas, donc l'auteur cite un prof du Honduras qui se plaint parce que les gens du pays maintenant sont accoutumés à travailler dans ces maquilas. Et c'est ces mêmes gens qui travaillaient chez les plus riches, comme serviteurs, cuisiniers, aide à la maison, et que du coup ça gagne mieux dans ces usines. Donc il y a la classe moyenne et la classe supérieure, maintenant ils doivent faire leur propre ménage chez eux, ils doivent cuisiner et faire leur lessive. Et l'auteur conclut par un petit truc sarcastique en déclarant que maintenant la misère dans ce pays est partagée dans toute la strate sociale. Donc moi je veux que vous fassiez la comparaison avec l'industrie de la technologie et toute cette classe moyenne supérieure qui sont en fait pas payés à faire grand chose à part regarder un écran, peut-être entrer des lignes de code. Donc ils font des choses qui sont totalement inutiles à la société, à la nature. Donc pourquoi il y a un problème de chômage à un certain niveau ? Parce que tu as tous ces gens qui travaillent de chez eux sur leur ordinateur. C'est des boulots qui contribuent en fait en rien à la société, à l'humain. Il n'y a rien du tout de spirituel dedans. C'est, comme le disait Ivan Illich, c'est simplement bouger du papier, de la paperasse. Sauf que maintenant la paperasse est numérique. Donc au Honduras, les plus riches ne sont pas capables de trouver des employés pour faire leur sale besogne. C'est ironique. Et tu as des super ordinateurs avec l'intelligence artificielle qui gèrent tous les processus boursiers, tous les échanges. Ils font la gestion de trilliards et trilliards et trilliards
de dollars de patrimoine qui représente plus que le produit brut annuel de beaucoup de pays. Et quand on sait que l'argent n'est même pas réel, hein, c'est une croyance, ça fait partie de notre imagination, nos croyances, ça n'existe pas. Ça n'a aucune substance à part le fait qu'on croit en cela. Et c'est cette croyance qui nous dirige. Il faut se rendre compte que l'argent au départ, ça vaut rien du tout. La seule raison que ça a de la valeur, c'est parce que tu acceptes que ça a de la valeur. Tu passes un billet à ordre, une lettre de change de AOU, je te dois, tant. De l'un à l'autre, on file la patate chaude, et puis finalement on se retrouve avec des caisses et des caisses entières de ces billets qui ne valent rien. Mais alors pourquoi les choses deviennent de plus en plus chères en fait? Donc on part au Nicaragua qui a le même système économique. Donc là-bas, un travailleur des maquilas gagne environ 120 dollars par mois, alors que là-bas, un professeur des écoles en gagne 40 et un policier 30. Ils sont payés en dollars, donc ce qui a beaucoup plus de valeur intrinsèque, entre guillemets. C'est comme quand tu prends leur monnaie locale ou des bitcoins, ça vaut rien du tout. Par contre, quand tu changes en dollars, là, du coup, ouais. Mais toute autre chose, on peut lui assigner une valeur. Tu vois, toujours dans cet article, un docteur ou un infirmier va gagner 100 dollars par mois. Et parce que ces travailleurs sont payés en dollars, donc la monnaie de l'entreprise étrangère. Mais du coup, pour ces sociétés privées, de payer si peu dans sa propre monnaie courante, en fait, ils dépensent que dalle en main-d'œuvre de travail. Et là, donc, tu comprends comment le boulot dans ces usines sont prisés. Tu comprends aussi pourquoi aux US le télétravail est prisé et pourquoi il manque des gens dans toutes ces professions, infirmières, aide à la maison, tous ces boulots avant qui payaient bien. Donc dans cet article, il parle de la République maquila carrément, et que tu as ces jeunes femmes qui arrêtent leurs études et qui ne veulent pas faire ces professions sous-payées et qui terminent donc dans ces usines. Donc c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis et dans les pays de l'Ouest, mais d'un niveau différent. Donc tout part en couille et les gens en fait sont la base du support de toutes ces sociétés privées étrangères et cela encourage la création de ces zones franches géantes. Donc, tu vois, c'est ce genre de travail qui va pousser les gens à ne pas chercher l'éducation ou aller dans d'autres professions particulières avec des compétences pratiques particulières. Si les boulots qui demandent pas beaucoup de compétences payent mieux que des boulots qui demandent de la compétence. Donc cet article décrit de faire que ça sert à rien de se former à différentes choses ou même d'obtenir d'un diplôme. Donc cet article illustre bien ce qui se passe. C'est des mecs qui font partie, qui exploitent le système en achetant ce genre de vêtements, de marques, etc. Du made in sweatshop et qui derrière déclarent que oui, il faut des droits du travail, des salaires équitables. Et donc ces salaires dans ces zones franches qui sont bas mais quand même plus hauts que d'autres, de par la manne et la masse d'argent qui arrive dans ces zones franches, ça renverse le stéréotype. La culture, dans ces pays-là, ils vont gagner plus qu'un médecin, qu'un prof. Donc pourquoi aller à l'école? Pourquoi s'éduquer? Pourquoi se former sur des compétences spécifiques? Quand tu peux travailler dans une de ces usines, ce sweatshops, et gagner 20 dollars de plus par mois. Si tu transfères ça de leur économie à la nôtre, tu vas gagner 100, 200, 300 euros de plus. Donc c'est vendeur, hein, et c'est la justification parfaite pour dire les sweatshops c'est bien pour ces gens-là, donc il faut laisser faire et qu'il ne faut pas qu'ils aient du droit du travail et que ces zones de non-droit sont très bien. Donc rien de ça n'est bien, ni moral ni éthique. On voit comment ils renversent et manipulent les choses, c'est dingue. Mais du coup maintenant ça arrange tout le monde, donc tout le monde ignore leurs étiquettes de Made in Bangladesh, Made in Sri Lanka, Made in Honduras, on voit rien. C'est pour ça donc les Américains, les Européens, enfin tous les pays de l'Ouest dits civilisés, le G20, pourquoi leur monnaie courante est beaucoup plus forte en valeur et pourquoi ces pays dits plus pauvres ont des monnaies courantes dévaluées comme ça. Cela est fait comme cela et c'est voulu comme cela, c'est fait exprès. Des monnaies courantes comme ça sont manipulées pour que puisse se passer. Donc il faut bien que vous compreniez cela.
Donc plus loin dans l'article, son point de vue, qui est un point de vue marxiste, qu'on fait partie donc à ce système marxiste en demandant du droit du travail, des salaires équitables, des lois équitables. C'est ce système classique de classe pauvre qui supporte ce système de classe plus riche. Donc c'est un système d'exploitation par défaut. Donc l'article dit que chaque niveau de la couche sociale est un niveau d'exploitation différent. Donc le travail sera forcément exploitant. Donc ça a toujours été le point de vue de la gauche politique classique, bien sûr. L'approche économique donc de cela dérive largement d'un point de vue dépassé que la valeur dans la production et que le coût de production dépend uniquement du coût du travail. Et donc toute valeur dérive du travail. Donc ça c'est une notion que j'ai développée dans mon deuxième livre, la notion d'arnaquer les gens en vendant leur travail entraîne l'esclavage. C'est comme ça que le communisme d'ailleurs a pris fond et a tenu, car tu sépares quelque chose qui est inhérent, un don de Dieu, qui est ton travail, qui t'appartient, et donc de vendre ton travail comme un produit. Donc tout ce que tu fais, tout ce que tu construis, crée, devient la propriété de quelqu'un d'autre. Donc il ne faut pas se demander pourquoi partout dans le monde, toutes les richesses du monde, tous les produits qui sont copyrightés, brevetés, ont été pris de la propriété des gens, comme cela, d'une certaine manière. On leur a soustrait cette propriété en vendant le travail. Et tout cela est passé à ces méga structures corporatives, des entreprises géantes, internationales, conglomérats, contrôlées par cette élite. Tout ce que ils ont eu à faire, c'est introduire la notion de marxiste, de vendre ton travail. Et du coup, t'es propriétaire de rien de ce que tu fais, ni de ce que tu as fait. Donc c'est bien ce que nous vend le Great Reset et Davos. On sera propriétaire de rien et on aimera tous ça. Comme Huxley l'a dit, on va adorer notre servitude. Donc toute la valeur dérive du travail. Et je ne sais pas si vous vous rappelez au début de la présentation du mec que la valeur réelle d'un pays et sa force de loi, ses règles de droit, c'est ce qui a le plus de valeur, bien plus que toutes les richesses, tout l'argent. C'est le système de règles de droit qui a le plus de valeur. Donc c'est là qu'on retrouve ces FTZ, la déchéance de tous ces états nation en gouvernance mondiale. Si tu as une loi uniforme internationale, donc tu contrôles toute la richesse qu'il y a dans le monde. Car c'est ta loi, cette loi qui oblige de payer tous ces impôts, tous ces taxes, tout ce qui est attaché à ça. Donc dans son graphique, c'est bien 44% de ces règles de droit qui fait entre guillemets la richesse de ce monde, ou en tout cas ce qui a le plus de valeur pour eux. Donc imagine que maintenant ils créent des villes juste pour ça, même des pays entiers juste pour faire cela. Enfin, ils les appellent des nations. En fait, une nation établit simplement une force de travail, un espace de travail. Google, en quelque part, crée sa propre nation avec ses propres règles, sa structure corporative, fait ses propres règlements intérieurs, impose ses règles de fonctionnement aussi aux utilisateurs, par le contrat, sous licence. Donc c'est ça qu'il y a derrière tout ça. On comprend l'intérêt de faire tous ces conglomérats internationaux. Le fait qu'ils veuillent que tout le monde ait cette identité numérique pour utiliser cela en nous exploitant, pour nous empêcher d'en retirer aucun bénéfice, aucune protection. Si tu veux travailler, tu dois faire te vacciner d'abord. Une fois que tu te vends au système, une fois que tu vas prendre cette identité numérique, la marque de la bête, alors tu es volontairement un esclave, tu as pris le numéro de sécurité sociale,
tu vas prendre le système de retraite, tu vas avoir la protection, la sécurité sociale. C'est comme ça qui t'hameçonne, qui nous hameçonne, assomme. C'est volontaire, faut pas se leurrer sur ça, hein. On est tous volontaires. Et une fois que tu comprends vraiment tout ça, est-ce que tu le fais, est-ce que tu y vas, est-ce que tu continues, sachant tout cela, alors que tu peux arrêter de supporter ce système? La plupart des gens on continue à le faire. On va exactement dans cette direction. Donc pour reprendre l'article, Marx écrit que les salaires sont systématiquement dévalués. Marx voit le travail simplement comme une commodité qui se vend et qui s'achète. Le travailleur prend le salaire qu'on lui donne, qui est généralement basé sur la classe de biens qu'il peut se payer et son niveau de revenu. Ça s'appelle la loi d'airain des salaires, une loi économique, Subsistence Theory of Wages. Donc les salaires sont fixés et cela n'est pas affecté par ce que crée le travailleur. Donc là on arrive au capitalisme, au capital. Ça vient du mot capita qui signifie par la tête. C'est comme ça qu'on compte le bétail, cattle en anglais, qui signifie aussi chattel. Donc le capitalisme est bien l'exploitation de l'humain, du cheptel humain. On nous compte par la tête, une tête de bétail. C'est là que l'argent est. Rappelez-vous que le congressman Patton ou Patman, la monnaie représente 100 cents du dollar. C'est un prêt bancaire sur toutes les propriétés des États-Unis. Donc tout ce que tu penses être propriétaire de. Donc voilà, c'est ça l'égalité. Donc l'esclavage et l'égalité. Donc le point de l'article, c'est de dire oui, tous ces travailleurs ont droit à un salaire équitable. Tous ces travailleurs, ces pauvres travailleurs qui n'ont pas vraiment le choix quelque part. Donc on pense faire quelque chose de bien quand en fait on invoque directement les théories marxistes et la loi d'airain pour qu'en effet on retrouve ces classes effectives qui se supportent les unes les autres, enfin surtout celles d'en dessous, celles tout dessus. Et pourtant ces classes-là finalement vont gagner plus qu'un médecin, qu'un prof des écoles, qui normalement, c'est ces professions qui sont la base de la société. Aux États-Unis, on paye des gens pour ne pas travailler. Dans ces pays, ils payent des gens dans ces usines, c'est l'atelier de misère, plus cher que les professions classiques. Ces professions dont le pays a besoin, qui sont importantes. Donc quelque part, c'est pareil, ils payent des gens à ne pas travailler pour leur propre pays, ni pour supporter l'économie de la structure de leur pays, leur communauté. Donc nous c'est donc les gens qui travaillent pas, qui sont au chômage, qui sont payés. Mais du coup, sans contribution à la société, ces professions, ces médecins qui vont aider, ces avocats qui vont aider. Bon, Clint démontre ça, mais c'est très bien que ces professions, c'est des eugénistes, que les avocats, c'est des pourritures, et les médecins, c'est des tueurs. Il fait simplement les analogies. Donc du coup, dans ces pays pauvres, il n'y a vraiment plus d'intérêt à faire des études pour atteindre ce genre de profession respectable, entre guillemets. Quand t'es mieux payé en allant bosser à l'usine, t'es mieux payé qu'un docteur. Essayez d'imaginer ça. C'est intelligent quand même, Ils sont forts, Ils détruisent le monde comme ça. Ils détruisent l'État-nation. Ils détruisent l'idée des gens travaillant ensemble pour créer une communauté. Ils détruisent tout ce que la communauté pourrait faire. Et quand l'État-nation se casse la gueule, on va être entraîné dans ce système global, cette identification numérique globale, mondiale, ce gouvernement international. Donc tous va se casser la gueule. On va même pas faire attention que les États-Unis ne seront plus là. Mais ça va faire mal aux gens quand ils vont s'en rendre compte que les États ne sont pas souverains, qu'il n'y a pas d'Amérique qui reste. C'est que des États-nations. Et que le but, c'est de détruire tout cela.
c'est de les démanteler comme on démantèle une usine. Tout des États aux États-Unis a été transféré aux États-Unis. Donc c'est pareil pour l'Europe. Chaque État a été transféré dans cette soi-disant Union européenne. Tous nos droits, tout ça, ont été transférés dans ces États-nations. Et maintenant, ils sont en train de démanteler les États-nations. Donc on continue à monter dans la structure. Maintenant, les droits sont donnés par les Nations Unies. Plus le droit au droit à la Constitution, Déclaration de l'homme, tout ça. Mais si l'ONU a encore la Déclaration de l'homme, en anglais Human Rights, donc les droits de l'humain en anglais. On va parler de ça plus tard. Mais voilà, je veux que vous compreniez que cette histoire de globalisation, c'est le démantèlement de tout ça. Donc c'est pas seulement de créer quelque chose de global, d'uniforme, mais c'est de détruire cette notion propre de souveraineté, d'individualité de chaque pays, de culture. Dire la souveraineté mondiale ne peut être possible qu'en détruisant les autres pouvoirs de souveraineté. Pour l'instant, les États-nations sont les souverains. On fait tous partie de ces républiques dont ils ont pris le contrôle grâce aux guerres civiles, ces fameuses révolutions. C'est là que les États-nations sont nés, les républiques sont nées. Donc à cette époque-là, les États qu'il y avait ont été forcés de s'unir et d'adhérer à différentes constitutions, donc différentes règles de gouvernance supérieure, ce qui a créé les gouvernements modernes. Donc aux États-Unis, chaque État est un État, comme la France est un État. Donc ces États fédéraux sont fédéraux parce qu'ils sont sous l'Union fédérale, comme l'Union européenne fédère les nations européennes. Et quelque part, ce fédéral, c'est des gouvernements militaires, en fait c'est la loi martiale. Mais on croit en fait que c'était comme avant. Nous, on s'en rend même pas compte, on sait même pas quand ils vont nous mettre la prochaine guerre civile. Surtout quand ce mec, dans sa présentation, nous déclare que c'est un changement de gouvernance silencieux, une révolution silencieuse, la globalisation de tout, qui fait certainement partie de cette fameuse 4e révolution technologique. Donc ensuite, l'article parle du loyer que paye au Honduras. C'est équivalent au prix des loyers dans les États-Unis en 1964. Ah non, ça c'est pour le prix des billets de cinéma. Le prix des loyers, c'est 1975. C'était à peu près les salaires aux États-Unis avant, les prix de l'essence avant aussi. Donc le mec continue à essayer de justifier son argumentaire et que vivre dans des conditions pauvres, c'est super. Car le pouvoir d'achat d'1 dollar au Honduras est supérieur au dollar aux États-Unis. Donc le dollar a plus de valeur au Honduras qu'aux États-Unis. Et ça, si c'est pas un argument à la con qui nous sort, c'est le même genre d'argumentaire qui nous explique que le roi qui nous force à utiliser sa monnaie courante pour payer ses taxes à lui, et donc sa propre monnaie courante. Car rappelez-vous, ce n'est pas l'argent, la monnaie courante des gens, c'est la monnaie courante de l'État-nation, qu'elle soit une république ou une monarchie, donc c'est les banquiers. Et là, cela n'a rien à voir avec la réalité. Cette argumentation de dire c'est génial pour eux, le dollar est plus fort, alors qu'on leur paye un salaire de misère avec des conditions de travail de misère pour faire passer la pilule. C'est vraiment un argumentaire manipulateur. Non, je pourrais jamais assez vous dire que la monnaie n'a aucune valeur. Ça, j'espère que vous l'avez compris, à part la valeur de notre croyance qu'on lui donne, ou qu'on nous force à croire. C'est un système de foi, de croyance, un système religieux. L'argent n'est basé sur rien, à part sur elle-même, quelque part, sa propre fiction. Et c'est la façon parfaite de créer un système d'esclavage. Il y a énormément de films dessus, comme le film Dune, avec la planète des épices. La valeur des choses, comment on utilise la monnaie pour contrôler. C'est impossible d'éviter cela. Donc on va partir sur un autre article du New York Times en 1995 sur l'exploitation des filles dans ces FTZ en Amérique centrale. Un article qui dit réfléchissez à chaque fois que vous achetez une veste chez Banana Republic, des jeans chez Gap ou un t-shirt chez Eddie Bauer. Pensez à ces filles qui travaillent dans ces sweatshops. Ils doivent travailler dans de mauvaises conditions afin de produire ces vêtements. Donc jusqu'à récemment, Mademoiselle Molina et Mademoiselle Vieira étaient des travailleurs dans ces maquiladoras. Il fait partie des centaines de milliers de travailleurs de ces FTZ, dans ces usines d'Amérique centrale et des Caraïbes, et qui manufacturent des produits pour le marché US. Donc on n'est pas loin de l'esclavage. Et ces sociétés privées font semblant de ne pas savoir tout ce qui se passe, tous les abus qui se passent dans ces usines. On parle de viol, de meurtre, etc. Donc le dernier employeur de Mademoiselle Molina
était l'entreprise Orion Apparel, donc une société coréenne au Honduras et qui produit des chemises pour Angitano, d'autres vêtements pour la marque Fruit of the Loom. Et Mademoiselle Molina était payée 38 cents de l'heure dans cet atelier de misère qui emploie des filles de 14 ans. Les horaires de travail chez Orion sortent du Moyen-Âge, surtout quand il y avait des grosses commandes passées par les entreprises américaines. Donc des shifts de 15 heures d'affilée, du lundi au vendredi, et des horaires encore plus longs le samedi, de 7h30 du matin à 10h30 le soir. Et le samedi, donc 22h, donc du samedi 7h du mat au dimanche matin à 6h du mat. Et Charles K. Dargman, qui est président du comité du travail de New York, qui se bat contre l'exploitation des travailleurs maquiladora, a déclaré que cela était tout à fait classique comme horaire. Voilà, il faut juste qu'eux trouvent le travailleur qui va vouloir accepter les pires conditions. Donc rappelez-vous, là c'est en 1995 déjà là. C'est comme payer des gens pour qu'ils ne soient pas éduqués, pour qu'ils ne deviennent pas un membre respectable de la société, il n'est pas une profession respectable, que cela reste juste de l'esclavage moderne. Mais lequel est le pire en fait, la question se pose. C'est une chose d'avoir de l'esclavage moderne, financé par ce que vous achetez, mais encore pire que d'installer l'esclavage moderne comme le classique du contrat de travail, et finalement qui crée une classe supérieure à la moyenne, afin de complètement détruire la structure de la société, la communauté, le pays, et d'amener cette gouvernance mondiale derrière. Donc c'est quoi le pire ? Tout est pire. C'est l'évolution du marché de l'esclavage par la mise en place de ce système mondialiste. Donc on continue dans l'article, les entreprises ne cachent pas qu'elles préfèrent les jeunes filles. C'est que vers 16 ans, elles sont à la pointe de la concentration et de la coordination. Donc c'est parfait pour l'usine. Mais on sait très bien que la vraie explication, c'est qu'elles sont plus dociles, qu'elles se font abuser plus facilement, qu'elles défendent moins leurs droits. Et parce que les travailleurs sont si jeunes, l'entrée de l'usine ressemble plus à la sortie des écoles. Et même certains sont emmenés dans les bus d'écoliers. Une fois à l'intérieur, on les fait travailler comme des fous. Il est interdit de parler. Tu vas aux toilettes que 2 fois par jour. Et demander l'infirmerie est très découragé. Beaucoup de ces jeunes travailleurs aimeraient aller à l'école le soir, mais les contremaîtres les empêchent, car il faudrait qu'ils quittent le travail trop tôt pour arriver à l'heure à l'école. Judith Vieira a essayé de faire partie d'un syndicat dans l'entreprise Mandarin International, détenue par des Taïwanais, et une usine au El Salvador qui fait des fringues pour Gap, Eddie Bauer et d'autres. En février dernier, Mademoiselle Vieira et ses collègues ont réussi à créer un syndicat légalement reconnu dans cette FTZ du El Salvador. Mais en fait, c'était pas vraiment un triomphe. Le syndicat a été démantelé, elles ont été virées, ainsi que tous les autres membres du syndicat, donc environ 350 personnes. Elle faisait 56 cents de l'heure quand elle a perdu son travail. Et c'est FTZ, Reagan et les administrations Reagan et Bush en ont fait la promotion. Et ils en ont même financé avec l'argent du contribuable et le dollar. Mais forcément, en contrepartie, l'économie US s'en est pris plein la tronche. L'industrie du textile aux États-Unis a perdu environ 500 000 postes. Mais de l'autre côté, les travailleurs de la maquiladora, leur salaire ne suffit pas pour avoir une nourriture minimum équilibrée. Donc ces 2 filles, Claudia et Judith, ont même été emmenées aux États-Unis pour témoigner devant le comité du travail national et raconter leur histoire. Mais de toute manière, cela ne sert à pas grand-chose. Voilà ce système sans âme des usines du maquiladora. Moi, je connais des gens qui adorent regarder cette émission HDTV, cette merde en bas, où ils vont réparer des maisons qui ne leur appartiennent pas.
les émissions Make It Better avec Chip et Joanna Gaines, une émission bien chrétienne aussi. Alors, ils parlent d'une émission de télé-réalité Fixer Upper, où ils vont dans les maisons pour les transformer, avec le réseau TV Magnolia, qui sont devenus des superstars de la télé. Il a été diffusé en France sous le nom Total Rénovation, donc sous l'égide de leur compagnie de production Magnolia. Ils ont lancé une ligne de produits, les bibelots et babioles typiques qu'on retrouve dans les maisons qui sont inutiles, mais qui font partie du design. Tu vois, des lignes d'assiettes aussi, etc. Tout ce qui va bien pour la maison. Et je crois que leur distributeur principal était l'entreprise Target. Et bien sûr, quand tu regardes les étiquettes, tu regardes, c'est Made in China, Made in Bangladesh, Made in Honduras, etc. etc. Donc ils utilisent des swapshops pour faire manufacturer leur ligne de produits typiquement américains qui représentent l'Amérique. Et de toute manière, je pense que maintenant, niveau business, commerce, tu peux pas survivre ou t'établir si tu n'utilises pas les sweatshops. C'est le modèle de base maintenant. Alors ces superstars de la télé sont idolâtrées alors que consciemment elles choisissent ce genre de truc. C'est un choix conscient de faire proliférer cet esclavage moderne, de financer ces FTZ et cette gouvernance mondiale, mais en rien cela n'aide la communauté des États-Unis. Et en plus, ils font payer ces produits super chers par rapport à ce que ça leur coûte en production. Moi, je trouve ça dégoûtant et en plus derrière, ils se disent être des bons religieux. Alors pourquoi tous les prix augmentent, les prix des maisons, des loyers? Il faut vous poser la question. Est-ce que ce genre d'entreprise comme HDTV et Target ne sont pas derrière tout cela? Moi je dis que si, c'est fait en toute conscience. Et cette notion du tout américain, du vrai américain, mais quelle connerie. Et là encore, ces jeunes filles n'ont pas établi un syndicat au El Salvador. C'est un syndicat dans une FTZ, zone de non-droit, qui n'a rien à voir légalement avec le El Salvador. Il n'y a que le droit du commerce international, l'ex mercatoria, comme dirait Cal, entre parenthèses. Donc, et en plus, sans mentionner que l'idée d'un syndicat, c'est l'idée communisme. Alors que l'idée même de la création des FTZ, c'est de totalement enlever le droit du travail. Et justement, de ne pas avoir de syndicat et de pouvoir embaucher et virer les gens comme on veut, quand on veut, où on veut. Et d'éviter toutes les lois qui vous emmerdent dans ce pays-là. C'est pas bien différent du concept d'État-nation. C'est une zone étrangère à l'État en fait. Et donc la Constitution ne s'y applique pas. Bon, encore un article, mais je sais pas si j'ai envie de tout lire le truc. Donc par le Conseil sur les affaires hémisphériques. Donc encore un article sur le travail dans CFTZ, sur les droits des travailleurs. C'est tellement dégueulasse et on en a fait le tour de toute manière. Donc là encore, il y a de la promotion de CFTZ. Donc dans les Amériques, qu'est-ce que sont les Amériques? C'est l'organisation des États d'Amérique dans l'État-nation. Donc là encore, c'est l'histoire d'une fille de 15 ans qui travaille dans une FTZ de la République dominicaine. Beaucoup d'heures, pas payées. Elle est dans la peur constante du harcèlement sexuel de son superviseur, en gagnant 50 $ par semaine, tout juste pour acheter de la bouffe et payer l'éducation de ses enfants. Et là, l'article continue à dire qu'il y a eu des groupes de pression sur le gouvernement de la République dominicaine et les entreprises pour qu'ils soient mieux payés. Et maintenant, apparemment, elle est mieux payée et ça lui permet d'envoyer ses 4 enfants à l'école. Mais voilà, c'est pas malgré cela, c'est toujours le même système derrière pour tous les autres. Donc Clint dit, et quoi, elle va payer l'éducation à ses 4 gamins pour devenir docteur, alors qu'ils sont largement moins payés que elle ou elle bosse. C'est complètement n'importe quoi, ce système. Donc voilà, tout ça c'est une grosse blague, des conneries, ce genre d'ONG sont mis en place justement pour sortir ce genre d'histoire et faire oublier les gens tout le reste de ce qui se passe. Donc ils vont prendre un cas, faire leur pub avec, leur marketing et dire que tout se passe bien, tout change, mais en fait tout reste pareil. Vive le village mondial. Donc Clint dit, ouais, tout ça me dégoûte. En fait, ils sont en train de mettre en place un système mondial, mais c'est du communisme, le globalisme, le mondialisme.
Donc les FTZ sont aussi appelés EPZ pour export, donc des zones de gestion des exports. Donc c'est des zones de transit commercial des marchandises, donc sans passer par les douanes. Donc ils disent que dans ces zones il y a la protection sociale, des lois nationales et internationales, mais qu'en fait le système économique prône donc le droit du contrat de ces travailleurs en gros, hein, et que c'est ça qui fait la loi. Le même système que dans les FTZ. Donc l'Organisation internationale de travail dit qu'il y a à peu près 500 FTZ au Mexique. En Amérique centrale, Amérique du Sud et dans les Caraïbes, à peu près 6 millions de travailleurs. Les femmes constituent environ 70% de ces travailleurs, jusque même 90% dans certains cas, bien sûr dans des conditions pourries. Tout ça sous l'égide du free trade. Hein. Le free trade, c'est le libre-échange, le néolibéralisme. Bon, Clinique, c'est du communisme, mais c'est pareil, c'est communisme, capitalisme, féodalisme, c'est tout pareil. L'article dit même à un moment donné que c'est pas la faute de ces sociétés privées dans ces zones, que c'est pas à cause d'eux qu'il y a des abus, et qu'il faut que les gouvernements interviennent pour régler ce genre de problème, et que les institutions internationales s'en occupent pour garantir un minimum de droits. Donc tu vois comment ils amènent l'intervention d'un gouvernement mondial derrière cela en plus, mais franchement c'est du n'importe quoi. Des corporations qui n'ont aucune morale pour des personnes morales. C'est des fictions, des personnes artificielles, des fictions juridiques. C'est de violer toutes les lois naturelles. Et tout cela encouragé par les institutions internationales. Donc il faut que les deux se battent pour savoir lequel est responsable. Non mais c'est quoi cet argumentaire à la con ici aussi dans cet article? Jamais ça se passe, on sait très bien, c'est évident qu'ils sont complices. Quel genre de conneries est ça? Donc dans les FTZ, on peut stocker du matériel, le vendre, l'assembler, le packager, afin de le réexporter ensuite, ou finalement passer les douanes. Dans les zones franches, FTZ, les marchandises à l'international peuvent être échangées, sans barrière, sans quota, sans tarif, exemple de tout frais de douane. Et ça a été l'opportunité parfaite pour des pays plutôt fermés au niveau de leur économie de faire des expérimentations en ouvrant ce genre de zone libre et d'attirer des investissements étrangers chez eux. Donc pendant ces dernières décennies, ce genre de mesures libres, d'échange libre, de libéralisation, c'est de la dérégulation de marché, la réduction des dépenses publiques, la privatisation, la libéralisation des règlements sur le droit du travail ont eu un impact énormissime sur l'Amérique latine. À première vue, on voit que les FTZ sont bénéfiques pour toutes les parties impliquées. Les gens ont du boulot dans les endroits où il y a beaucoup de chômage. Les compagnies construisent des usines, ça améliore l'économie des gouvernements. Cependant, même si ça stimule l'économie locale, certaines entreprises multinationales ont pris le pouvoir et on leur a donné une liberté économique sans précédent et même la possibilité d'exploiter les marchés et donc tous les gens à l'intérieur. Et donc avec tous les abus qui s'ensuivent, notamment la violation du droit du travail. Donc bien sûr, toutes ces entreprises transnationales et même les gouvernements répètent que ces zones franches sont vraiment bénéfiques pour l'économie et donc pour le pays et les citoyens. Mais on sait très bien que ces zones en fait encouragent la corruption. Les lois sur l'environnement et sur le droit du travail ne s'y appliquent pas. Il n'y a pas même les syndicats ils sont prohibés. Donc beaucoup d'ONG ont dénoncé cela. Toutes ces entreprises multinationales délocalisent dans ces FTZ. Pourtant, l'Organisation mondiale du travail a bien établi des règles, l'égalité des genres, la liberté d'association et de syndicalisme. Ça, c'est écrit dans la Convention de 1948 et dans celle de 1951 sur les conventions sur le salaire. Bref, ça continue. Clint Richardson continue à lire différentes sources, différents articles sur ce sujet. On comprend très bien comment ça se passe.
On voit bien que les protections internationales, c'est du blabla, c'est l'apparence de la justice, mais ils n'ont pas à rendre justice, juste l'apparence. Et ça, Cal Washington l'explique bien. Donc l'article continue sur la féminisation du travail. Donc les plus vieilles des zones franches FTZ trouvées aux Amériques. Donc ça a commencé dans les années 1920, partout en Amérique latine. Fabrique de vêtements, de jouets, de chaussures en production de masse. Donc en Uruguay, en Argentine, les régulations et règles de libre-échange ont commencé en 1920, ça s'est propagé en 1950 et 1960 à peu près, où ça a été l'explosion des FTZ. Toutes les compagnies américaines s'y sont engouffrées. Ils représentent la majorité des investissements dans les FTZ d'Amérique latine. Donc ces dernières décennies aussi, la féminisation du travail, des salariés, des millions de femmes ont été incorporées dans ces forces de travail dans le dernier tiers du XXe siècle, accéléré par la globalisation. Donc en 2008, 40% des 3 milliards de travailleurs dans le monde étaient des femmes, donc 1,2 milliard de femmes. Elles représentent la majorité des travailleurs pauvres, et les usines des FTZ en sont la représentation classique. Par-dessus ça, on rajoute les indigènes, les gens de couleur, qui sont employés d'une façon disproportionnée dans ces usines. Ben oui, Clean dit dans ce genre de pays, c'est obligé. Donc l'article continue en disant que 46% des travailleurs de l'industrie du textile au Honduras sont des femmes et qu'ils souffrent de dépression. 62% souffrent musculairement de maladies à cause du travail répétitif. Aucune ergonomie sur les lignes de production. Donc en 2017, on a vu que dans l'industrie du melon, 80% des travailleurs sont des femmes et elles sont surtout exposées aux produits chimiques, des heures supplémentaires qui ne sont pas payées et puis on tire l'arigot. Le gouvernement du Honduras ne fait rien, etc. etc. Donc Lynn continue à lire l'article. Moi je vous conseille d'aller voir le documentaire La plantation de Mr. Jones. Allez voir aussi des documentaires sur le système de prison aux États-Unis. Cal Washington aussi décrit bien leur système qui permet de garder les gens en prison sans procès, mais aussi tout leur système après procès, comme à Oklahoma, dans l'état de Oklahoma, et l'état aux États-Unis où il y a le plus de prisonniers d'emprisonnement, d'incarcération, avec notamment des lois contre les femmes qui ne protègent pas assez leurs enfants. C'est-à-dire que le mari frappe les enfants et leur fracture les os du corps. Il se prend 7 ans de prison mais n'en fait que 2. Par contre, la mère se prend 30 ans de prison parce qu'elle n'a pas su protéger ses gamins. Bon, je pense qu'il doit même y avoir des documentaires sur les maquiladoras. Hein. Bref, on continue avec l'article sur la misère au Mexique des maquiladoras. Plus de 500 000 travailleurs, la moitié sont des femmes. À l'embauche, tu as des tests d'urine pour pas embaucher des femmes qui sont potentiellement enceintes. Bien sûr, abus sexuels, ça viole toutes les lois internationales, les lois mexicaines, etc., etc. Les contremaîtres qui harcèlent. Mais cela cite toutes les compagnies qui mettent ça en place, donc Aracelis, Lexmark, la marque d'imprimante. Donc ça relate l'histoire de Blanca Estela qui s'est fait virer, qui faisait 112 pesos de l'heure, non par jour, environ 6 $, par jour. Donc il a développé des tendinites sur la ligne de production des imprimantes. Et son contremaître superviseur s'appelait The Dog, le chien, par ses records de harcèlement sexuel. Donc voilà, toutes les lois de protection sont ignorées, et c'est ce qu'ils essayent de mettre en place de partout, petit à petit. Et on le voit depuis longtemps, une centaine d'années. Mais c'est le même système qui était en place
en Europe et aux États-Unis au 18e et 19e siècle. Bon là finalement Clean dit je crois qu'on va arrêter de lire ici, heureusement, je crois qu'on a tout compris. On a compris comment ça se passe, une belle représentation de notre futur avenir. Et nous, bien sûr, on finance tout ça, hein, directement ou indirectement. Comme certains diront, on vote avec son porte-monnaie. Donc beaucoup de ces produits font croire que c'est du made in US, made in France. Mais maintenant que vous connaissez les pays, quand vous regarderez vos étiquettes, vous saurez que c'est des ateliers de misère, que ça vient de là. Donc ce que Clean continue à dire, c'est que ce qu'ils nous disent pas, c'est qu'ils ont enlevé une couche dans leur pyramide, la couche du milieu, les classes moyennes qui ont justement le pouvoir d'achat et le pouvoir de voter avec leur portefeuille. Et nous, du coup, finalement, on laisse les politiciens avoir nos votes, notre intention, attention et dignité, et ils nous volent tout. Et donc il est temps que cela change. C'est notre problème car on ne se comporte pas comme un homme, on se comporte comme des lâches, comme des personnes, des sujets. Et on trouve comme excuse en disant moi je peux rien faire, je suis un esclave aussi. En gros, c'est ce qu'on dit, enfin, on est tous des hypocrites, moi inclus. Donc soit on permet à ce genre de pratique de continuer et à ces grandes entreprises de croître, de prospérer, ou on peut commencer à faire notre propre vêtement, ou en tout cas aider et acheter chez quelqu'un qui le fait. Qu'on reconnaisse ces gens avec ces talents particuliers qui font partie de notre communauté, qui sont importants. Il faut les mettre sur un piédestal. Tous ces artisans qui sont dans notre communauté, qui aident à construire notre communauté. Et c'est exactement ce qui est expliqué dans la Bible, qui nous dit d'arrêter de respecter les personnes. Donc, qu'est-ce que cela signifie d'arrêter de respecter les personnes? C'est d'arrêter de respecter les pays, qui sont tous ces États-nations. Arrêter de respecter toutes ces corporations, ces entreprises, ces sociétés, surtout ces grandes entreprises internationales, ces personnes artificielles. C'est eux qui mettent cela en place. Donc arrêtez d'aider le fake, ces personnes artificielles. C'est la seule option qui nous reste. Comme dit Thomas Jefferson, quand la tyrannie devient la loi, la rébellion devient un devoir. Il continue à dire, si la loi n'est pas juste, un homme n'a pas seulement le droit de désobéir, mais il est obligé de le faire. Au départ, c'était le but des unions, des syndicats, les unions pour se sortir du joug du roi, de la monarchie, et donc aux États-Unis pour arrêter d'être une colonie et de commencer vraiment à être des hommes libres. Enfin, c'est ce qu'on nous a raconté. Hein. Donc, je sais plus si je peux vraiment le croire maintenant, avec tout ce que j'ai trouvé, mais même avant la Constitution, même avant les articles d'incorporation, de la Confédération, qui n'est qu'une conspiration en fait, hein, la même définition. Les gens sont aux États-Unis pour être des hommes libres, pour s'autogouverner. Donc au tout début, peut-être qu'il y avait bien ce sentiment de liberté. Enfin, moi je dis ça. Et donc Thomas Jefferson déclare, si les gens laissent le gouvernement déterminer ce qu'ils doivent manger et les médicaments qu'ils doivent prendre, leur corps deviendra vite un état désolé, de la même façon que des âmes vivent sous une tyrannie. Donc on retourne voir un extrait de la vidéo de l'autre taré, qui spignole tous les soirs sur les FTZ. Donc du coup, c'est les gouvernements qui fait notre sale travail à notre place. Donc c'est maladie de la guerre de la drogue qui est descendue des États-Unis vers le Mexique, l'isthme du Panama, et qui a donc mis une grosse claque dans la gueule au Honduras. C'est à cette époque qu'elle est devenue la capitale mondiale des meurtres. Et bon, c'est un petit peu de notre faute. Le gouvernement du Honduras est un peu pourri, donc peut-être que c'est de leur faute en fait. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr que on les a pas aidés. Et ils sont super heureux d'avoir ces FTZ. Donc les maquiladoras, les portes du maquis, le maquis d'or. Donc c'est une espèce de ruée vers l'or hein, pour ces grandes entreprises. Donc Richardson a remis le même extrait qui explique ce que c'est ces FTZ où ils importent du matériel qui est soit entreposé, soit transformé, soit en attente, mais surtout transformé hein, par des travailleurs esclaves. Donc c'est là qu'on reprend le truc où il nous dit qu'ils ont emmené ça très très loin. Et il dit qu'ils n'ont pas mis tout à fait encore en place. Mais moi je travaille avec les gens qui mettent cela en place. Et sur le papier c'est génial. Tu peux créer un endroit au Honduras, c'est un endroit très grand. Hein.
Et en gros, tu peux y mettre en place ton propre gouvernement dans certaines limites, mais qui sont assez larges quand même. Ok, tu n'auras pas ton droit de faire ton drapeau, d'avoir ton hymne national, donc il y a ces limites-là. Le Honduras ne peut pas avoir un drapeau étranger flotter sur son territoire, mais tu peux y mettre ton propre droit civil, ton propre droit pénal, ton propre droit du contrat, tes propres réglementations des registres du commerce. Tu peux tout faire et tout avoir, à part ce qui touche à la souveraineté nationale. Donc tu peux pas avoir de traités internationaux avec la Russie, par exemple, ni ton hymne national. Ah non, en fait, tu peux pas, t'as pas le droit à ton propre code pénal. Tu dois utiliser celui-là du Honduras. Ce que tu as le droit, c'est la tort law, dont la base du délit civil des négligences, responsabilité délictuelle. Et bon, le droit pénal du Honduras, ça fait peur, hein. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que dans ces ZA, c'est que dans ces zones, tu peux avoir ta propre police et tes propres prisons. Donc en fait, le droit pénal du Honduras est vraiment bien, beaucoup plus libéral qu'aux États-Unis. Par exemple, la prostitution illégale. Être un Mac ou un macro est interdit, mais la prostitution est libre. Les paris sont libres, il y a des limites au port d'armes et ils aiment pas du tout la drogue. Donc ça ne deviendra pas le nouvel Amsterdam.